Je ne m'attendais pas à une présentation aussi incroyable. Merci beaucoup. Voilà. Donc ouais, c'est une vraie question aujourd'hui de parler d'amour. Et je vois que vous êtes nombreux à être intéressés par ce sujet ce soir. Je vous remercie beaucoup d'être là. Je vous remercie beaucoup de votre confiance. Et je vois aussi qu'il y a des gens qui sont assez jeunes. On est à l'ICES, donc lieu étudiant. Et j'imagine aussi qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas encore en couple. Alors quand on n'est pas en couple, est-ce que cette conférence est faite pour moi? Et bien, la réponse est oui. Alors évidemment, mon sujet à moi, c'est le couple, c'est là-dedans que je suis le plus spécialisée, donc c'est plus facile pour moi d'en parler. Et le couple, c'est aussi un peu un laboratoire, je trouve, qui est intéressant. Parce que dans le couple, on va dire que les émotions sont un peu exacerbées, elles sont décuplées. Donc c'est plus facile aussi de trouver des exemples à ce niveau-là pour pouvoir vous décrire ce dont j'aimerais vous parler ce soir. Mais quand on est célibataire, on a affaire exactement aux mêmes enjeux relationnels que lorsqu'on est en couple. J'imagine que vous êtes tous en relation avec les professeurs, avec des amis, avec votre famille. Voilà, vous savez ce que c'est que la relation. Et comme vous avez une expérience de ce que c'est que la relation, eh ben, vous pouvez comprendre ce dont on va parler ce soir. Et puis aussi pour ceux qui ont un jour le désir de se mettre en couple, qui ont le désir de peut-être faire une route longue durée à deux avec quelqu'un, bah, ça vous donnera peut-être des éclairages pour voilà, construire ça, avoir des bases solides pour vous lancer dans l'avenir avec quelqu'un. Pourquoi je pose cette question aujourd'hui? Un peu provoque. Faut-il avoir un doctorat en amour pour réussir ses relations? Eh bien, parce que, je ne sais pas utiliser ce truc-là, ça va venir. C'est dans l'autre sens. Parce que on a un constat aujourd'hui, c'est que aimer et durer, c'est quand même un défi. Merci pour cette présentation qui montrait qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une offre absolument dingue. On peut voir ça à travers les applis de rencontres. On peut en fait être avec quelqu'un un peu comme on veut, quand on veut. Et durer, par contre, c'est plus compliqué. En fait, on voit que les chiffres sont assez clairs. Le constat, c'est qu'il y a environ un mariage sur deux qui se termine en divorce aujourd'hui. 46 mariages sur 100, pour être plus précis. Mais voilà, vous avez quand même votre moyenne. Et que la durée moyenne d'un mariage en France, c'est estimé à 15 ans. Et encore là, c'est un peu les chiffres qui sont estimables, parce qu'il y a aussi des personnes qui se mettent ensemble sur une longue durée sans contracter de mariage. Il y a des personnes qui fondent même des foyers sans contracter de mariage. Et pour le coup, c'est peut-être compliqué d'avoir des données sur eux. Donc là, on a des données précises sur le mariage en lui-même. Et vous voyez que c'est quand même questionnant d'avoir autant de divorces par rapport à l'engagement qui a été posé à la base. En fait, il y a un concept que je trouve intéressant qui a été évoqué par Florentine Dolnoy-Wang, qui elle aussi est thérapeute de couple imago. C'est que nous sommes la première génération de l'intérieur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on est la première génération, ou la deuxième, en tout cas on est dans les premières générations, qui n'avons pas vécu la guerre. On n'a pas forcément un enjeu de survie face à l'extérieur. On sait ce qu'on va manger le soir, on sait qu'on a une assurance si notre maison va s'écrouler. Voilà, on se sent quand même en sécurité par rapport à l'extérieur, on est protégé aussi par toute la notion de l'État, etc. Et comme on est protégé, en fait, on va retrouver un peu ces guerres qui pouvaient se vivre à l'extérieur en nous. Et du coup, on va se retrouver face à plein d'émotions, face à beaucoup de réactivité lorsqu'on est confronté à quelque chose qui nous met mal à l'aise, quelque chose qui vient nous confronter, quelque chose qui ne nous met pas bien, tout simplement. Donc en fait, aujourd'hui, auparavant, voilà, le mariage, c'était vraiment un contrat pour faire face à l'extérieur. Les gens contractaient des mariages par souci politique, par exemple. Je pense qu'il y en a qui font des études d'histoire ici, mais il y a beaucoup de rois, de reines dont les parents ont choisi de contracter un mariage avec tel pays, avec telle princesse, pour qu'il y ait la paix entre les nations. Ou alors, il y a des personnes qui faisaient des mariages arrangés pour garder un certain statut social. Donc voilà, il y avait vraiment une notion de contrat et une notion de sécurité. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même configuration. Aujourd'hui, quand on se met en couple avec quelqu'un, c'est un choix. Et ça change absolument tout dans la façon dont on va vivre nos relations. En fait, on va le décider. Et comme on est la première génération qui va vivre ce choix-là, eh ben, ça fait qu'on se plante. Parce que personne n'a fait ça avant nous. Il y a des outils qui existent aujourd'hui. Heureusement, ça c'est une super nouvelle et je vais pouvoir les partager avec vous ce soir. Mais en fait, avant que ces outils existent, il a fallu qu'on se plante. On a fait des erreurs et c'est pas grave. Parce que les erreurs, ça se rattrape. Donc merci aux générations d'avant qui ont pu aussi faire des erreurs pour qu'on puisse avoir toutes ces choses géniales qu'on a aujourd'hui.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on passe des heures à l'école, mais en fait, on n'apprend rien sur comment être en relation. Alors qu'en fait, c'est un peu le truc le plus important, selon moi, mais pas que, qu'on a à vivre dans notre vie. Il y a une étude menée par l'université d'Harvard qui a révélé que les relations avec les autres, en fait, c'était le déterminant du bonheur humain. C'est quand même pas rien. Et là, vous vous dites quand même qu'on passe des heures à l'école pour apprendre les maths, pour apprendre à lire, pour apprendre à écrire, pour apprendre l'histoire, etc. Mais on n'apprend rien sur ça, quoi. On n'apprend rien sur comment être en relation avec les autres. Moi, je trouve que c'est hyper questionnant. Et alors, heureusement, l'État se réveille un petit peu là ces derniers temps. Il y a des dérogatifs qui sont sortis pour demander de faire des cours d'éducation affective, relationnelle et sexuelle dans les écoles. Mais pour le moment, c'est hyper long à mettre en place. Et le problème, c'est qu'il y a peu de gens formés à ça. Et donc, on se retrouve avec nos problèmes et on ne sait pas vraiment quoi en faire. Du coup, ce qui va faire notre éducation, c'est plutôt les films, les romances, les livres, etc. Et dans les films, on a plutôt deux visions que je dirais, moi, intox. C'est la première vision, que le mariage est un enfer. Donc, je pense à Marriage Story. Je n'ai pas un accent anglais, donc je vais le dire en français. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais un parmi tant d'autres, il y a les comédies dramatiques ou les comédies d'humour qui vont vraiment présenter le couple comme un peu l'enfer à vivre, où on voit un couple qui se déchire, soit pour faire une blague, enfin soit pour faire la blague du film, soit pour faire le drame du film. Mais en tout cas, moi, ça me donne pas du tout envie. Après, c'est souvent très bien réalisé, mais ça donne pas envie vraiment de vivre en couple et ça fait peur même. Et il y a une autre vision que vous connaissez bien, je suis sûre, c'est que le mariage est un paradis. Et donc évidemment, je pense que vous avez tous en tête la super phrase de Disney, que j'adore perso, mais qui est quand même une vision un peu intox, c'est « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Je pense aussi au film Pretty Woman, j'espère que tout le monde l'a vu, un peu culte quand même, où on voit que quand même cette femme est au début complètement perdue dans le film. Elle fait partie du monde de la prostitution, etc. Elle rencontre un homme magnifique et ils vivent plein de péripéties et puis à un moment, ils se retrouvent. Fin du film. Et nous, ce qu'on retient dans notre tête, c'est « Ah, mais ils sont heureux ». En fait, ce qu'on retient, c'est quand on est ensemble, les problèmes sont finis, on est heureux, ça y est. Et laissez-moi vous dire que c'est tout l'inverse. Quand on se met ensemble, c'est le début des problèmes. Mais c'est pas grave, on a des outils, je vous ai dit, on a des outils, on va voir ça ensemble. Donc en fait, on n'a aucune préparation à la vie en collectivité ou à la vie de couple. Il y a quand même une préparation à laquelle je pense, et comme on est en lien avec les associations familiales catholiques, je me permets aussi de le dire, c'est qu'il y a des préparations au mariage chez les catholiques. Mais comme c'est chez les catholiques, vous voyez que ça parle quand même à une minorité de la population. Et en fait, ça c'est mon avis, mais je trouve que parfois elles sont souvent très très incomplètes et elles sont aussi loin de la réalité. Et malheureusement, dans certains cas, elles donnent des informations fausses sur ce que c'est que le mariage, sur certaines choses qu'on pourrait vivre dans le couple. Et même si c'est fait avec la meilleure volonté du monde, ça peut faire beaucoup de dégâts. Je vous donne un exemple concret d'une chose que j'ai pu entendre par rapport à une préparation au mariage. Des amis qui avaient vraiment suivi un parcours voilà, sur 5 soirées et ils avaient été accompagnés. Et leur accompagnateur leur avait dit « mais vous verrez, quand vous aurez une union sexuelle tous les deux, après votre mariage, ce sera extraordinaire, vous allez vivre quelque chose de très beau. C'est béni, vraiment, c'est quelque chose de puissant et magnifique. » Donc eux, le message qu'ils ont entendu, c'est « notre première union sexuelle, ça va être génial, ça va être facile, c'est naturel, c'est béni. » Et en fait, ça a été une catastrophe. Et eux, ils n'ont pas du tout compris pourquoi c'était une catastrophe. Lui, il sentait qu'il avait zéro expérience, il a tout de suite perdu confiance en lui le premier soir. Elle a senti que c'était aussi très malaisant pour lui et du coup, elle n'a pas osé lui dire. Lui, il désirait essayer à nouveau de se rapprocher d'elle, elle ne voulait plus. Et en fait, ça a duré 1 an à peu près. Entre-temps, dans ses premières unions, bébé arrivé et ça a été extrêmement compliqué pour eux à rattraper. Donc, c'est important d'avoir une vraie information sur le sujet, quelque chose qui va vous permettre de vous construire et de savoir que non, c'est pas si facile, mais c'est pas grave, on peut apprendre à deux. Donc voilà, les seules préparations qui existent peuvent parfois manquer d'informations justes ou être incomplètes. Donc le résultat, avec tout ça, soit aucune info, soit quelques infos, on galère tous. Et les couples, quand ils galèrent, mettent en moyenne 7 ans avant de demander de l'aide. C'est une moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui mettent plus de temps. Et je vous laisse imaginer le nombre de souffrances intérieures qui sont vécues à ce moment-là, c'est quand même pas très réjouissant. Donc après ce qu'on a vu, on peut quand même se demander,
à quoi ça sert d'être en couple, surtout avec ce que je vous ai dit. Alors, voilà, le premier scoop, c'est que le couple ne rend pas heureux. Peut-être qu'il y en a qui sont surpris dans la salle par rapport à ça, mais en fait, c'est une réalité. Le couple en lui-même n'a pas vocation à rendre heureux qui que ce soit. En fait, c'est nous qui avons les clés de notre bonheur. C'est nous qui en sommes responsables. Et nous ne sommes pas non plus responsables du bonheur de son conjoint. On ne peut pas le rendre heureux, c'est impossible. En fait, on peut avoir l'intention, vraiment l'intention que ceux qu'on aime soient heureux, leur souhaiter d'être heureux, mais ce n'est pas possible d'en avoir les clés et d'en être responsable. Parce qu'en fait, si on attend que le bonheur vienne de l'autre, bah c'est horrible parce que ça veut dire qu'on s'en déresponsabilise. Et si on s'en déresponsabilise, on n'a aucune prise dessus. Ça veut dire que je vais te mettre une pression pour que tu m'apportes ce dont j'ai besoin pour être heureux. Et en fait, l'autre, il ne peut pas vous donner ça. Et soit vous vous sentez, sinon, pour l'autre, vous vous sentez impuissant à lui donner du bonheur, parce que vous pouvez faire tout ce que vous avez en votre pouvoir pour lui donner, je ne sais pas, des cadeaux, lui donner des compliments, et en fait, c'est jamais assez, il a toujours besoin de plus. Et vous vous sentez impuissant, vous voyez que l'autre est quand même pas heureux avec tout ce que vous essayez de lui donner. Soit vous vous sentez tout puissant, parce qu'avec tout ce que vous faites, vraiment, on sent, je te rends heureuse. Donc en fait, vous avez une place qui est pas égale dans le couple. Vous êtes peut-être dans une sorte de supériorité. Ça, on va en parler plus tard. Bon, du coup, voilà, on peut avoir l'intention, bon, ça j'ai déjà dit, que les autres soient heureux, mais nous ne pouvons jamais en avoir la responsabilité. Du coup, à quoi ça sert si ça ne rend pas heureux le couple, d'être en couple? En fait, tout simplement, le couple, son, son essence, entre guillemets, c'est de nous permettre d'aimer, mais aussi d'être aimé. En fait, le couple, ça sert à aimer quelqu'un et à être en relation. En fait, le but du couple, c'est de construire une équipe et d'aller vers une vision commune et de partager des moments. Et vous pouvez vivre ça en amitié aussi, hein, ou en famille, ou avec voilà, vos relations. En fait, ce qui compte dans le couple, c'est d'être en relation, rire ensemble, partager de l'intimité, partager nos joies, nos tristesses, nos échecs, nos réussites. Et dans le cas du couple, peut-être construire un foyer, s'ouvrir à l'intimité et aussi l'intimité sexuelle. Voilà, ça sert à ça le couple. En fait, à ce moment-là, chacun reste responsable de son propre bien-être et de son bonheur, mais on se retrouve à mi-chemin pour créer un espace entre nous qui est un espace relationnel. Pour voir ce que c'est l'espace relationnel, juste pour que vous ayez une petite vision, vous prenez Jacques et Adeline, par exemple. Jacques, en ce moment, ne va pas très bien. Au boulot, c'est difficile. Adeline ne va pas très bien non plus en ce moment parce que elle a plein de révisions et ça la gave. Par contre, individuellement, ils vont pas bien, mais leur espace relationnel va bien. Leur relation, c'est bon, tout va bien. Ils ont réussi à élaborer un espace de, enfin pas élaborer, mais à créer un espace de sécurité entre eux, un espace d'amour qui font que ça va ici. Moi, en ce moment, je vais pas très bien, mais notre espace va bien. Est-ce que vous visualisez un petit peu de quoi il s'agit? Donc voilà, je suis une entité responsable de mon bonheur, toi aussi, mais on peut se rejoindre et partager des choses dans cet espace qu'on a créé ensemble. Alors, quels obstacles on peut trouver à la formation et à l'accompagnement relationnel? En fait, aujourd'hui, le sujet du couple, c'est un énorme business. Donc, on peut, enfin voilà, il y a quand même énormément de choses qui se sont développées autour de ce sujet-là. Il y a beaucoup de coachs aujourd'hui, beaucoup de psychologues, beaucoup de formations autour de ça. Enfin, je ne sais pas si vous avez les réseaux sociaux, mais bon, après, c'est peut-être parce que c'est mon fil d'actu à moi, mais je vois tout le temps des propositions autour du développement personnel. En tout cas, ça brasse des millions et des millions. Et donc, comme c'est un sujet qui est en vogue, moi, en tout cas, j'ai rencontré pas mal de gens qui ont peur de tomber sur des charlatans et qui ont peur de passer le cap parce qu'ils ne savent pas vraiment sur qui ils vont tomber, ils ne savent pas quels vont être les impacts dans leur propre vie. Et ils ont peur de dépenser de l'argent pour rien, ce que je comprends. Et puis, on peut simplement aussi ne pas se faire accompagner ou ne pas se former parce qu'on ne sait pas qu'il existe des outils. Donc, bravo à vous d'être là ce soir pour commencer à en apprendre un petit peu plus. Puis après, il y a des gens qui, même s'ils sont au courant de l'existence de certains outils, même si ils ont moins peur parce qu'il y a un copain qui leur a parlé d'un super thérapeute ou d'une super formatrice autour de tous ces sujets, qui ne vont pas y aller parce qu'il y a des bloqueurs. Et ces bloqueurs-là, on va en parler. Il y a plusieurs contres que moi j'ai repérés, mais peut-être que vous en verrez d'autres si vous voulez me les dire à la fin de la conférence.
Le premier bloqueur ou la première idée reçue, c'est que l'amour, ça devrait couler de source. Alors je l'adore celle-là. Parce que avec les visions intox qu'on a reçues, évidemment qu'on pense ça. On devrait être heureux quand on est ensemble. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Le sentiment amoureux, oui, ça coule de source. C'est une évidence quand vous êtes amoureux. Il y a les papillons dans le ventre, on est attiré par l'autre, etc. Mais aimer de manière intentionnelle, quand on est dans le dur, par exemple, et dans la durée, bah ça, c'est clairement pas naturel, ça coule pas de source. Et ça demande de développer vraiment des compétences. Un peu dans la même veine, on a celui-là. Bah, si l'autre m'aime vraiment, il devrait savoir ce dont j'ai besoin, non? Eh ben, en fait, bah, c'est compliqué, parce qu'il n'y a personne qui a votre notice. Et vous non plus, vous n'avez pas votre notice. Personne ne peut deviner vos besoins. Déjà, vos besoins, il faut qu'ils soient clairs en vous-même. Il y a des gens qui aimeraient que leur conjoint devine leurs pensées et qu'ils fassent ceci ou cela pour eux. Et quand on les interroge, eux, mais en fait, qu'est-ce que vous aimeriez vivre dans votre relation? Eh ben, franchement, c'est le vide. La personne ne sait pas. Donc déjà, savoir son besoin pour ensuite le dire à l'autre, pour pouvoir vivre la relation qu'on souhaite, c'est important. Donc verbaliser, c'est super important. Une autre idée reçue, c'est que celle que les générations d'avant s'en sortaient très bien. Eh bien, franchement, pas vraiment aussi. Comme je vous le disais, on est la première génération de l'intérieur, c'est-à-dire que les autres générations avaient un contexte qui était quand même super différent. Il y avait un cadre différent, il y avait une morale qui était assise là-dessus, sur ce qu'était le mariage et l'engagement. Et en fait, même si le couple était peut-être physiquement ensemble, même s'il tenait, d'un point de vue juste visuel, eh ben, ça n'empêchait pas qu'il y ait beaucoup de souffrance à l'intérieur de ce couple. Il pouvait encore y avoir tout ce qui touche à la déconnexion, ne plus se parler, vivre un peu en coloc, quoi. L'infidélité, il pouvait aussi y avoir de la souffrance. Donc voilà, dans un contexte différent, je pense que beaucoup de ces couples-là qui ont tenu se seraient séparés. D'autres non, et heureusement, hein, mais beaucoup se seraient séparés. Ça, c'est une qui circule plutôt dans le milieu religieux. Quand on a Dieu dans notre couple et la foi et la prière, ça suffit, non? Moi, je l'ai beaucoup entendue, celle-là. Et j'aime bien, je vais vous raconter une petite blague que j'aime bien par rapport à celui-ci. C'est l'histoire d'un croyant qui est dans sa ville et puis il y a une inondation qui commence, un déluge complètement dingue qui s'abat sur la ville. Et en fait, il habite près d'une rivière et l'eau se met à monter et lui, il se réfugie dans l'église. Quand les pompiers en fait sont appelés, parce qu'il faut évacuer la population, là c'est à risque, le terrain va s'écrouler. Et donc les pompiers vont trouver ce monsieur qui est dans l'église et disent monsieur, vite, venez. En fait, il faut vraiment qu'on vous évacue parce que là, c'est hyper dangereux, l'eau est en train de monter. Et lui dit non, laissez-moi, Dieu va me sauver. Bah, ok, ils n'ont pas le droit de le forcer, donc ils s'en vont. Ils continuent d'évacuer du monde et puis ils reviennent voir le monsieur. Ils ont de l'eau jusque là, ils ont mis les bottes, etc. Monsieur, il faut vraiment que vous sortiez, là, l'église menace de s'effondrer, sortez. Il dit non, j'ai la foi, Dieu va me sauver. Ok. Donc ils s'en vont, mais ils reviennent avec une barque parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a toutes les habitations qui sont parties. Et ils disent c'est votre dernière chance, il faut vraiment qu'on vous emmène avec nous, il faut que vous veniez. Non, je vous ai dit, j'ai la foi, je reste. Donc ils restent. Et donc ils partent. L'église s'écroule, le monsieur se noie, il est écrabouillé au passage. Et puis il arrive au ciel, complètement trempé. Il toque. Et Saint-Pierre lui ouvre, et puis il comprend rien. Il fait mais Saint-Pierre, mais moi j'avais la foi, pourquoi Dieu m'a pas ouvert, enfin pourquoi Dieu m'a pas aidé? Saint-Pierre le regarde, il fait écoute mon coco, on t'a envoyé 3 fois les pompiers, si après tu ne saisis pas l'opportunité, ça te concerne. Et ça pour vous dire que pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui croient à ce genre de choses, euh, c'est possible aussi que dans le concret de la vie de tous les jours, on vous offre des opportunités d'être libre intérieurement, de poser des choix et d'apprendre avec les outils qui vous sont donnés, des outils humains. Voilà donc, aide-toi et le ciel t'aidera. Je suis contente d'avoir dit ma blague, je l'aimais bien celle-là. Une autre concession, c'est un autre contre, c'est il faudrait faire des concessions et puis ça roule. Alors oui pour les efforts, c'est important de faire des efforts en couple, de se dire qu'on va faire quelque chose parce qu'on aime l'autre et que c'est pas naturel chez nous, magnifique. Mais les concessions, franchement, pour moi, c'est quelque chose de très touchy. Parce qu'une concession, ça implique qu'il y ait de la frustration. On renonce à quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup pour faire quelque chose que l'autre demande. C'est pas grave qu'il y ait des petites concessions de temps en temps. Je pense à des trucs un peu classiques comme, je sais pas, il y a eu la gastro chez moi la semaine dernière, donc je peux prendre ça comme exemple. Chérie, je vais pas sortir ce soir alors que cette soirée me tenait à cœur parce que j'ai envie de prendre soin de toi et je vois que tu es vraiment pas bien, donc j'y vais pas. Ça, c'est une concession. Par contre, il y a des concessions où ça va pas du tout
parce qu'on va renier trop de choses de nous-mêmes. Je pense par exemple à la situation où une jeune fille que je connais était chanteuse, avait vraiment ce talent-là. Elle lançait sa carrière dans une ville et en fait, elle était en lien avec un garçon qui lui avait une carrière de militaire et il pouvait habiter qu'à un certain endroit, mais c'était un endroit qui n'était pas du tout propice à la carrière de cette jeune fille. Et en fait, elle a renoncé à son rêve temporairement pour l'accompagner. Et ça n'a pas marché parce que c'était quelque chose de trop important pour elle. Ça faisait vraiment partie de sa personnalité, de ses rêves. Et ça, c'est pas possible de faire des concessions sur des choses aussi importantes. Donc attention avec les concessions. Encore une, il n'y a que ceux qui ont des vrais problèmes qui ont besoin d'être suivis ou d'être formés. Alors déjà, c'est quoi un vrai problème? Souvent, des petites disputes de début de relation peuvent partir dans des proportions, mais vraiment, croyez-moi, complètement dingos si on ne prend pas leur origine et si on ne cherche pas à creuser d'où elles viennent. Alors parfois, oui, il y a des petites disputes de rien du tout, on les règle ensemble, mais souvent, l'arbre cache la forêt. Lorsque j'étais en formation, on nous disait, par exemple, de venir faire un petit exercice pour montrer au groupe. Et il disait, bon, on va demander à un couple de venir et vous prenez quelque chose chez vous qui est réactif à 2. Donc sur une échelle de 0 à 10, ça vous met en pétard à 2. Donc ça va, c'est petit. Et donc il y a un couple qui est venu et elle dit, bon, moi, écoutez, c'est tranquille, c'est une histoire de torchon mal rangé. Attention avec les torchons mal rangés. C'est pas du tout un sujet à 2, je peux vous le dire. En fait, clairement, il n'y a pas de petit sujet. Parce qu'en fait, ce sujet réactif à 2, je vais vous dire que c'était une séance rigolote. Hein. Enfin, non, pas pour eux, mais c'était réactif à 10 chez elle. Parce qu'en fait, le torchon, c'était pas l'histoire. Hein. On s'en fout du torchon. Ça venait vraiment, quand on a creusé, parler de toute la notion qu'elle avait de son estime d'elle-même, de euh, la façon qu'elle avait de se percevoir par rapport à ce que son mari faisait ou pas. Lui, il comprenait rien parce qu'il avait l'impression d'en faire déjà beaucoup, mais ce torchon, ça lui rappelait qu'on lui demandait toujours de ranger chez elle et que vraiment, elle se sentait la boniche. Et elle était vraiment effondrée, cette dame. Et parler du torchon, ça a permis d'apaiser sa réactivité de 10. Voilà, donc il n'y a pas de petit sujet. Et puis, oui, et puis en fait, si tout roule pour vous aussi, si votre couple va bien en ce moment, si vos relations vont bien, tant mieux pour vous. Mais qui serait contre avoir un peu plus de bonheur? Une formation ne va pas forcément remuer les trucs horribles s'il n'y a pas de trucs à remuer. Ça peut juste vous donner des outils en plus pour être encore plus heureux. Moi, je trouve ça chouette. Voilà. Lui, je le comprends parce que moi, j'étais comme ça. Ça coûte trop cher, ça demande du temps que j'ai pas. Alors, effectivement, c'est un coût de venir, de se former. C'est des formations qui peuvent parfois coûter cher. Ou quand on se fait accompagner en couple, oui, ça peut coûter un certain prix, mais c'est pas éternel. En fait, la moyenne pour un couple qui est en crise, donc même pas un couple qui va bien, c'est 12 séances, donc ça s'arrête. Et en fait, la question, c'est de savoir où est-ce que je mets mes priorités. Si ma priorité, c'est d'être heureux dans mes relations, c'est d'être heureux avec mon conjoint, sachant que j'ai passé normalement ma vie avec lui, parce que si je me suis mariée, c'était quand même le projet à la base, en fait, ça vaut peut-être le coup de dépenser un peu d'argent là-dedans. Et si on prend juste le comparatif du prix d'un mariage, j'ai une copine qui se marie, elle m'a parlé de sa note de frais, environ 30 000 euros, hein, je vous le dis juste comme ça, en tout cas chez elle, et elle pense faire simple. Donc 30 000 euros juste la journée du mariage, plus tous les frais annexes, donc c'est-à-dire vous achetez la maison ensemble, la bagnole ensemble, blablabla. Et si ça se passe mal, le coût d'un divorce quand ça se passe bien, donc c'est-à-dire quand il n'y a pas d'avocat, etc., c'est 2 000 euros, juste le fait de divorcer. Voilà, donc tous les coûts que ça coûte, je pense que ça peut valoir le coup de se former et de dépenser un peu d'argent là-dedans. Et par rapport au temps que je n'ai pas, ouais, c'est vrai, on a tous nos vies qui vont à 1000 à l'heure, on a tous des programmes chargés. Je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants, j'imagine que vous avez quand même pas mal de choses à faire, il faut aussi du temps pour se reposer, etc. C'est un peu relou quand même de se former en plus pour ces relations. Alors oui, c'est vrai que c'est dommage que ce ne soit pas appris à l'école. Mais pareil, où est-ce que vous mettez vos priorités? Est-ce que vos priorités, c'est aussi dans votre bonheur, dans le bonheur que vous avez d'être avec les autres? Moi, j'aime bien cette image du camembert du temps. Alors, je ne l'ai pas mis, en fait, j'ai fait ce diapo hier à minuit, hein, donc désolé, il est très simple. Mais en gros, j'aime bien cette image du camembert du temps où vous faites un rond et vous essayez de décomposer un peu tout ce que vous faites dans votre journée. Donc, le temps que je prends pour me préparer le matin, le temps que je passe au travail, le temps que je passe sur les réseaux sociaux, le temps que je passe avec mes amis, etc., etc. Et en tout cas, si vous êtes en couple, interrogez-vous, quel temps j'accorde à mon couple? Et quand je fais cet exercice avec des couples, je peux vous dire qu'il ne reste pas grand-chose. C'est toujours le premier truc qui saute dans l'agenda. Donc, quand on passe très peu de temps sur un projet de travail, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit un projet qui marche bien, généralement. Ça peut passer au talent pendant un certain temps, mais après, voilà, non. Donc, interrogez-vous, où est ma priorité?
Et si ma priorité, c'est d'être heureux en couple, eh bien, j'y accorde du temps, tout simplement. Ça, c'est une question qu'on a souvent aussi. Si je suis tout seul à évoluer, j'ai peur que mon couple vole en éclats. Alors, c'est vrai que c'est un risque. Il peut y avoir un risque à bouger soi-même quand l'autre ne veut vraiment pas bouger. Mais la question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez envie d'être dans cette situation-là dans un an, ou la question qu'on peut poser à la personne qui aimerait faire un travail mais dont le conjoint ne veut pas. Est-ce que tu as envie d'être encore dans le couple que tu vis là, dans cette même situation, dans un an? Si la réponse c'est carrément, tant mieux, continuez à faire ce que vous faites bien, continuez à mettre en place tout ce qui marche parce que ça peut que être super bénéfique. Si la réponse c'est mais surtout pas, j'ai tellement pas envie que ce soit pareil dans un an, en fait, qu'est-ce que vous avez à perdre d'essayer? De toute façon, la situation, dans un an, si vous ne faites rien, elle n'évoluera pas. Ça ne peut pas évoluer tout seul, c'est juste pas possible. Donc autant bouger, autant y aller. Essayez de vous mettre en mouvement. Il y a un risque, effectivement, qu'il y en ait un qui se perde en chemin, qui ne prenne pas le train en marche, qui ait une sorte de déconnexion. Ou ça peut être une magnifique opportunité de faire évoluer son couple parce que dans les relations systémiques, je ne sais pas si vous êtes un peu au fait de ce que c'est, mais on part du principe qu'on fait tous partie d'un système avec des gens dans notre entourage, comme un système de famille. S'il y a une petite chose qui change dans le système, c'est le système qui change. Donc s'il y a une personne qui bouge dans le couple, il y a des fortes chances pour que le couple bouge et évolue dans le bon sens aussi. Je crois que c'est ma dernière. Ah bah non, pas du... Non, c'est mieux. Ouais, encore deux. Il y en a une autre, c'est la honte de venir consulter. Moi, je trouve que la honte, c'est une émotion hyper intéressante et qui est hyper touchante. Parce qu'en fait, ça veut dire que pour nous, il y a quelque chose qui est déshonorant là-dedans. C'est super fort quand même. Même quelque chose d'humiliant. En fait, pour le coup, la honte, elle va renvoyer à notre morale, à nos croyances, un peu aux messages qui sont constitutifs de notre personnalité qu'on a pu recevoir dans notre enfance. Donc si je trouve que c'est la honte de venir se former, d'être accompagné par quelqu'un, est-ce que j'ai reçu le message que c'était bizarre d'avoir besoin d'aide, que c'était pour les faibles, que c'était pour les fous? Est-ce que même parler de ses difficultés, c'est quelque chose qui est pas bien? Ou est-ce que même vivre des difficultés relationnelles, c'est quelque chose qui est pas bien, qui est pas acceptable? Ça devrait marcher. Donc voilà, c'est une réflexion interne à avoir, une réflexion personnelle. Où se situe ma honte? De quoi j'ai honte? Et la dernière, ça y est. Ça, c'est une phrase qu'on entend rarement à voix haute, mais qui est hyper présente. C'est j'ai peur. Et la peur, elle peut avoir multiples facettes, deux multiples facettes, pardon. C'est je peux avoir peur de ce que je vais apprendre de moi. Je peux avoir peur de ce que je vais apprendre de l'autre. Je peux avoir peur des conséquences que ça va avoir sur notre relation. Je peux avoir peur que ça se termine. Je peux avoir peur de tout le chemin que je vais devoir parcourir pour que les choses changent, pour évoluer, etc. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on va voir après, c'est qu'on a tous mis en place des mécanismes de défense dans nos relations pour de très bonnes raisons à la base. On n'est pas débiles. Si on met en place des choses qui ne marchent pas, c'est parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et c'est parce qu'on a appris à se positionner dans un environnement où il fallait faire ça, sinon on était rejeté. Et lorsqu'on a peur, en fait, tout simplement, lorsque quelqu'un a peur plutôt, il faut l'aborder avec délicatesse. En fait, c'est comme imaginez un petit animal qui est effrayé, vous n'allez pas lui hurler dessus. Ça, c'est mon fils qui fait ça à 6 ans. Il voit les poules, il leur hurle dessus. Elles ont peur, voilà. Elles pondent plus d'œufs. Voilà, j'ai plus d'œufs. Mais du coup, quand quelqu'un a peur, vous y allez tout doucement. Vous essayez de le rassurer et vous essayez de comprendre ce qu'il est en train de vivre pour pouvoir soit ne pas le forcer, soit et dire que vous entendez que ce soit terrifiant pour lui, soit essayer de l'emmener avec vous après avoir après avoir compris ce qu'il était en train de vivre. Donc voilà, j'espère que en tout cas cette conférence pourra vous éclairer et vous rassurer ou rassurer des gens de votre entourage qui pourraient avoir des freins par rapport à une formation, un accompagnement. Bon, on va quand même rentrer dans le vif du sujet. J'ai pris un peu de temps là-dessus, mais ça me semblait important de parler de quand même tous ces bloqueurs-là. Comment on fait maintenant pour vivre une relation joyeuse à long terme? En fait, on va quand même partir de ce principe-là qu'il faudra bien garder en tête. Il faut comprendre ce paradoxe qu'il y a en nous pour mieux franchir l'obstacle. Si vous ne voyez pas un obstacle, vous le prenez en fait, tout simplement. Donc là, on va le voir. Nous avons tous en nous ce paradoxe-là. Nous voulons tous la connexion, mais nous avons peur de la connexion. On rêve tous d'être aimés, si je le dis autrement, mais nous avons peur d'être aimés. En fait, je passe à la suivante. Nous voulons être aimés. On est dans une relation,
On grandit dans la relation et on est blessé dans la relation. Ça, c'est la phrase d'Arvil Hendrix, qui est le cofondateur de Imago avec sa femme Hélène. Donc oui, on est d'une relation de sa mère et de son père. On grandit dans la relation avec ses parents, ses éducateurs, les profs, les amis, etc. Les frères et sœurs, hyper important les frères et sœurs. Et on est blessé dans la relation. Donc dans l'enfance, avec ces mêmes personnes, on peut vivre des blessures. Donc en fait, on a besoin d'être en relation. C'est notre carburant, mais c'est aussi notre but de vie. Si je vous rappelle la recherche d'Harvard là-dessus, c'était Harvard ou un autre, bon bref, une recherche qui montrait que les relations, c'est quand même le constitutif du bonheur humain, le premier constitutif du bonheur humain. Donc, nos premières relations, elles vont avoir un impact majeur sur notre vie et sur notre construction relationnelle. Et c'est quoi votre première relation? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est celles que vous avez créées avec vos parents, ou que vos parents ont créées avec vous. Et cette relation, elle va avoir des impacts évidemment puissants sur vos réactions et sur votre façon de voir les relations. Et parfois, en fait, on ne va pas ressentir l'amour des personnes qui se sont occupées de nous. Ça, j'en ai parlé au L1 là, il y a 2 semaines. C'est important de ressentir l'amour. Pas juste comprendre qu'on est aimé, mais le ressentir. Et parfois, on ne ressent pas l'amour de ses parents, leurs mêmes qui nous ont aimés, parce qu'on est sensible à certaines attentions plus qu'à d'autres. Et là, je fais référence au langage de l'amour de Gary Chapman. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui doivent connaître cette notion, mais j'en reparle quand même parce que c'est toujours important d'avoir ces notions en tête. C'est qu'en fait, je vais avoir des espèces de vecteurs, des vecteurs qui font qu'en moi, je vais être plus sensible à une façon d'exprimer l'amour plus qu'une autre. Il y en a qui vont être sensibles aux paroles valorisantes. Bah, je te trouve tellement intelligente, ou je te trouve si beau. Enfin voilà, de dire des paroles qui viennent vraiment valoriser l'autre et lui montrer à quel point il est aimable. Les cadeaux, donc ça peut aller du super cadeau d'anniversaire hyper cher à une petite fleur cueillie dans les champs parce qu'on a pensé à l'autre dans la journée. Ou un petit caillou en forme de cœur, j'en sais rien de ce que vous trouvez. Les temps de qualité, là, c'est vraiment passer un moment avec l'autre, téléphone coupé, à faire quelque chose de chouette l'un avec l'autre. Alors, ça peut être juste une bonne discussion, et ça peut aller au voyage à deux, au restaurant, etc. Il y en a aussi qui vont être très sensibles au service rendu. Ça peut être quand on est parent, accompagner ses enfants à l'école, ou alors simplement ramener de l'argent à la maison, dégivrer le pare-brise de son conjoint avant qu'il parte au travail, parce que on a envie qu'il y voit clair et qu'il ne le fasse pas lui-même. Ça peut être plein d'attentions comme ça. Faire le repas, que la maison soit propre. Et puis il y a le toucher. Donc ça peut aller du câlin amical au baiser, et puis dans le couple, à la relation sexuelle, qui est un magnifique moyen aussi de se dire l'amour. Donc en fait, les parents peuvent nous montrer qu'ils nous aiment sans que ça nous touche et sans que ça nous rejoigne, parce qu'on a des langages différents. Donc là, ça peut peut-être en aider certains à repérer qu'en fait, ils ont été aimés, mais qu'ils n'ont juste peut-être pas perçu que c'était de l'amour, parce que ce n'est pas leur façon de le recevoir. Et qu'ils auraient aimé que ce soit autrement. Mais bon, c'était quand même des marques d'amour tout de même. Et ça, c'est important de le comprendre. Et au-delà de ces langages, ce dont on a le plus besoin, en fait, c'est de se sentir en connexion relationnelle. En fait, le plus important, c'est de vivre et d'expérimenter une relation de confiance dans laquelle on va sentir ces 3 points-là, qu'on a été écouté, qu'on a été compris, qu'on a reçu de l'empathie. Je prends un exemple tout bête, mais un enfant qui rentre à la maison et qui dit voilà, j'ai pas réussi mon examen, si son parent fait comment ça, t'as pas réussi ton examen après toutes les heures que t'as passées dessus, et puis en plus je t'ai aidé, etc. Ça, c'est pas de l'écoute. Bon, vous vous en doutez. Ou alors si le parent dit mais comment ça, mais attends, la prochaine fois peut-être que tu pourrais plus réviser, prendre tel créneau, etc. C'est pas de l'écoute non plus. On a voulu proposer des solutions, mais on n'a pas écouté ce qui s'est passé pour la personne jusqu'au bout. Donc l'écoute, c'est vraiment la fermer. Vous taisez quand vous écoutez quelqu'un. Vous le laissez dérouler ce qu'il a à dire jusqu'au bout. Vous pouvez peut-être le relancer en disant tu peux m'en dire plus s'il te plaît, j'aimerais mieux comprendre. Est-ce que tu peux continuer? Je suis pas sûre d'avoir compris cette notion. Mais voilà, on a beaucoup de freins d'écoute qui sont en plus des super bonnes intentions à la base, comme donner des conseils, trouver des solutions, dire oh mais ça va aller, t'inquiète pas, rassurer, dire ah mais moi j'ai vécu pareil, parler de soi pour essayer de rassurer. Tout ça, c'est des polluants de l'écoute alors qu'on a envie de bien faire. Donc
L'intention est super, mais vraiment, ça s'apprend. Il faut se taire, savoir se taire. Il faut avoir ressenti aussi de la compréhension. Une fois que vous êtes senti écouté, enfin une fois que vous avez écouté plutôt, bah, c'est de dire oh, mais je comprends tellement que tu sois déçu pour ta note, avec tout le travail que après tout le temps que tu as passé, je comprends. Et bien là, on se sent reconnu, on se sent exister. C'est super puissant d'entendre ça. Et de l'empathie. Bah, je vais peut-être essayer de me connecter à toi dans les émotions en disant bah, j'imagine qu'en plus maintenant, tu dois être découragé, c'est ça? Et l'autre va pouvoir dire bah ouais, je suis découragée. Ou alors bah non, ça me donne envie d'aller plus loin en vrai, du coup je vais persévérer. Donc voilà. Est-ce qu'on vit ça dans nos relations au quotidien? Est-ce que nos parents nous ont fait expérimenter ça? Bah alors attention, moi je blâme pas les parents ici, hein. Ils ont fait comme ils pouvaient, avec les moyens qu'ils avaient, et ils ont sûrement voulu faire de leur mieux. Quand on veut donner des conseils à son enfant, le pousser le plus loin possible, c'est une marque d'amour. Parfois c'est fait avec des outils maladroits. Donc voilà, les parents ont fait de leur mieux. Je crois que je passe à la suivante. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc. C'est que... Est-ce que je peux revenir? Ouais. En fait, si vous avez eu des parents cabossés, des parents qui ont vraiment fait des erreurs dans leur vie, qui n'ont pas eu des parcours tout lisses, ça, c'est pas grave. À partir du moment où on ressent la connexion, en fait, on est quand même construit relationnellement. C'est pas grave si vos parents, je sais pas, ont vécu un divorce, ont vécu un chômage, etc. S'il y avait cette qualité de connexion, il y a quand même quelqu'un qui est construit. En fait, je pense que le plus douloureux, c'est d'avoir même une famille toute lisse, toute parfaite, sans problème, mais il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas de compréhension. Donc, on veut tous être aimés, mais nous avons peur d'aimer et d'être aimés. En fait, quand on entre dans une relation, on a peur de raviver les douleurs du passé, on a peur de revivre ce qui nous a fait souffrir. Si on a senti qu'on n'a pas été aimé à certaines étapes, en fait, on va avoir peur de revivre cette même souffrance avec notre partenaire. On va faire ce qui s'appelle le voyage de l'enfance dans notre vie. Donc en fait, on va naître bébé, et quand on est bébé, c'est trop mignon les bébés, si vous passez un mauvais moment, franchement, vous regardez une vidéo de bébé, avouez que ça donne le sourire, quoi. Parce que le bébé, il est super vivant, il est complet, il a plein de vitalité, il est souriant, il est curieux, il est créatif, il est vulnérable et en même temps, il assume cette vulnérabilité. Franchement, c'est trop mignon. Donc quand on est bébé, on est complet. Et en fait, à la faveur de certaines réactions des adultes qui nous entourent, mais comme je vous ai dit, je ne les blâme pas, ils ont fait comme ils pouvaient, eh ben, l'enfant va décider de mettre de côté des parties de lui pour garder le lien. On a plusieurs étapes que je ne vais pas forcément décrire, sinon ça va être trop long. Mais on a plusieurs étapes de croissance dans notre enfance qui sont super importantes, qui sont constitutives de notre solidité intérieure. Et en fait, s'il y a un moment, dans une de ces étapes, on a senti que c'était pas bon d'être nous-mêmes, eh ben forcément, ça va nous blesser. Typiquement, je pense à un enfant qui est très émotif, très expressif. Il va, je ne sais pas, être super théâtral, rire très fort, pleurer quand il a besoin de pleurer. Et en fait, il est dans une famille où c'est compliqué de parler des émotions. Et donc, il va entendre le message mais arrête de pleurer si fort, puis arrête de gesticuler comme ça, et puis tu fais trop de bruit quand tu fais ta petite scène là, ça nous agace. Et ben, l'enfant, il va se dire ok, je perds le lien si je suis moi. C'est pas ok d'être moi. Donc, je vais me couper de ma créativité, je vais me couper de mes émotions. Et du coup, dans sa relation future, il va avoir peur d'être confronté à nouveau à ce rejet-là. Et il y a plein d'exemples comme ça. Si par exemple, je suis à au stade de l'exploration, j'ai 2 ans, 3 ans, je vais vouloir toucher à tout ce qu'il y a dans la bibliothèque des parents, etc. Et là, je renverse un super beau sablier acheté chez Maison du Monde le matin même, et ça se casse, il y en a partout. Et là, ma mère rentre en disant « Mais t'as fini de toucher partout, c'est pas vrai à la fin, c'est pas possible !» Moi, ce que je vais enregistrer, c'est oula, être curieux, explorer, c'est pas bien. Alors que peut-être que la maman, ce qu'elle voulait juste dire, c'est je suis hyper déçue que ce vase soit cassé. Et si elle était revenue en disant écoute, c'est trop mignon que tu explores, c'est super, t'as l'âge, etc. Mais je te demande juste d'être prudent avec les affaires. Fais plus attention, s'il te plaît. C'est quand même pas le même message. Ok. Et donc, quand on a décidé de mettre des parties de soi de côté pour garder le lien, on va avoir peur dans nos relations futures de ne pas être aimé pour ce qu'on est. Et qu'en fait, l'autre découvre vraiment qui on est. Ça, c'est hyper risqué parce que s'il découvre qui on est, il va peut-être nous rejeter à nouveau sur les mêmes points. Et on n'a pas envie de revivre ça parce que ça nous a fait super mal. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un petit point d'attention sur
une notion qui est quand même importante, c'est qu'il y a des personnes qui ont tellement ressenti qu'elles ne pouvaient pas être elles, que c'était pas bon d'être elles, qu'elles allaient être rejetées si elles étaient elles, qu'elles ont même développé une sorte de personnalité de façade. En fait, elles ont développé une façon d'être qui, selon elles, correspondait à ce qu'elles pensaient qu'on attendait d'elles. Je ne sais pas si c'est hyper clair. Mais on appelle ça le faux self. C'est une notion qui vient de Winnicott. Donc, ne pas être soi, faux self, le faux soi. On va créer une façade sociale et on va faire tout comme il faut pour être aimé. Et en fait, dans les relations, ça, c'est ultra dangereux. Donc, je fais juste un petit point de vigilance là-dessus. C'est que si à un moment, vous êtes en relation avec quelqu'un, avec une période sympathique, romantique, etc., et qu'il n'y a jamais, jamais de vagues, jamais, jamais de désaccord, qu'en fait, tout est parfait, eh ben, fuyez, vraiment, clairement. Parce qu'en fait, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que oui, c'est trop beau pour être vrai. Ça veut dire que s'il n'y a rien qui vous contrarie, la personne n'est pas authentique. S'il n'y a pas une petite différence, ça veut dire qu'elle se suradapte pour vous plaire. Et donc, c'est une relation qui peut être une relation de manipulation, une relation toxique. Et c'est une relation, en fait, qui est de consommation. C'est-à-dire, bah, moi, je te prends pour moi parce que tu m'apportes tout ce dont j'ai toujours rêvé, tout ce dont j'ai besoin. Tu me fais pas du tout revivre des trucs qui m'ont blessé. Et l'autre, c'est aussi utilitaire parce qu'il va se dire, bah, je te donne tout ce dont tu as rêvé parce que comme ça, je me sens super utile, j'ai enfin un sens à mon existence. C'est génial. Et en fait, un jour ou l'autre, croyez-moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, le masque tombe, pas chez moi, hein, mais dans ma vie en général, le masque tombe et c'est extrêmement douloureux. Vraiment, je ne le souhaite à personne. C'est même un enfer. Donc attention avec ça. Donc nous avons peur d'aimer et d'être aimé, et la peur va générer des réactions inappropriées. En fait, on va mettre en place des mécanismes de défense pour se protéger. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et il y a un peu deux réactions types qu'on peut retrouver dans le couple, dans les mécanismes de défense. C'est la tempête de grêle petit singe. On appelle aussi le maximiseur. Donc là, c'est quelqu'un, lorsqu'il est dans une relation d'intimité, c'est pas pareil forcément au boulot ou ailleurs, hein, mais en tout cas, dans une relation d'intimité, il va maximiser ses émotions. Il va péter un câble, il va dire tout plus fort, il va toujours proposer des choses, il va toujours souffrir plus que les autres, etc. Et il y a la petite tortue qui, lui, est le minimiseur. C'est-à-dire que lui, la connexion, il en a peur. Il a peur de l'intimité. Et du coup, il va se renfermer dans sa carapace et attendre que l'orage s'en aille. Donc lui, il va minimiser ses émotions. Il ne va rien dire. Je vous donne une petite illustration de ce que ça peut donner. On va prendre une madame tortue et un monsieur tempête de grêle. La madame tortue est partie un peu à la bourre du travail. Elle a oublié d'envoyer un texto à son mari. Et puis elle rentre le soir un peu tard. Et là, monsieur Tempête de Grêle, il fait comment ça, mais tu m'as toujours pas envoyé un texto, mais c'est toujours pareil avec toi, il y en a marre d'être avec quelqu'un qui pense qu'à soi, et puis moi je me sens pas du tout respectée, et puis j'ai l'impression que tu penses qu'à toi, moi je passe toujours en second plan. Bon, vous voyez un peu le personnage, le maximiseur, il maximise tout, c'est tout est horrible, je vais hyper mal, et puis si ça continue comme ça, on va se séparer, mais tu te rends pas compte, nanana. Et la tortue, bah, elle va se rentrer la tête dans la carapace, elle va juste bredouiller un oui, oui, je suis désolée, je ferai attention la prochaine fois. Du coup, bah, elle fuit. Ça, c'est le super truc de la tortue. Elle va ailleurs, elle change de pièce. Et puis l'autre, il poursuit. Et il dit mais comment ça, juste désolée, mais ça va pas du tout, c'est la 5e fois que ça arrive en 2 mois, franchement, n'importe quoi. Et au bout d'un moment, la tortue, si on la pousse un peu trop, elle explose, mais elle va juste couper. Elle va dire ça va, t'es pas mon père, hein, tu t'arrêtes maintenant, t'arrêtes de me parler comme ça. Paf, fini, fin de la conversation. Vous avez vos magnifiques tempêtes de grêle et de tortues ici. Et en fait, les deux, ils ne peuvent pas se comprendre là, parce qu'ils sont dans la réaction. Et ils vont créer une sorte de danse tous les deux, qui, si elle n'est pas comprise, si elle n'est pas analysée, si elle n'est pas réglée, eh ben, va créer un cercle vicieux qui va s'intensifier et qui va intensifier la déconnexion des deux qui se font peur. Et en fait, là, la réaction, elle va saboter la relation. Donc, je vous laisse deviner qui vous êtes. Hein. Généralement, dans un couple, il y a très très souvent une tempête de grêle et une tortue. Et on va dire que c'est un peu polarisé. Plus la tempête de grêle est maximisante, plus la tortue est bien bien enfermée et minimisante. Et parfois, il y a des gens un peu moins polarisés, c'est peut-être moins évident à voir. Parfois, il y a deux tortues ensemble, mais c'est assez rare. C'est plutôt le genre de couple, on va dire, qui... il n'y a jamais de vague, il n'y a jamais de dispute. Et puis, 20 ans plus tard, ils divorcent, mais bon, ça va, ça se passe plutôt bien. On continue à être en bon terme pour les enfants et tout. Voilà.
de tortues ensemble. Et deux tempêtes de grêle, bah bon, c'est invivable, hein, franchement, ensemble. En gros, c'est des couples, c'est Thérèse Argot qui dit ça, j'aime bien, mais c'est vrai, hein, c'est deux couples qui vont s'engueuler, se faire l'amour, s'engueuler, faire l'amour. Bon, c'est sympa pendant 2 mois, et après, bon, je vous créer une famille ou vivre une relation longue durée avec, c'est pas possible. Voilà. Donc, elle sabote la relation. Elle sabote la relation intime. Bah alors, en fait, qu'est-ce qui fait qu'en couple, ça peut exploser comme ça et pourquoi c'est si réactionnel? En fait, notre cerveau, il va chercher du connu. Donc en amour, on va tout simplement recruter quelqu'un qui a des qualités qui ressemblent à celles qu'on a connues dans notre enfance. Un peu de psycha qui arrive, vous me voyez venir. Non, on va pas vraiment aller dans la psycha, mais en fait, on va revivre avec notre partenaire et on va choisir un partenaire qui va nous faire expérimenter à nouveau les bonnes choses qu'on a vécues comme les moins bonnes choses qu'on a vécues. En fait, c'est comme si vous preniez des petites photos dans votre enfance de personnes qui ont pris soin de vous, des réactions de ces personnes, etc. Vous avez un joli petit album à la fin. Et quand vous vous baladez dans votre vie comme ça, pouf, vous tombez sur quelqu'un et vous dites, mais il correspond totalement à cet album, c'est magnifique. Bon alors, c'est inconscient tout ça, évidemment. Et c'est pour ça que généralement, on a l'impression, quand on tombe amoureux, qu'on a toujours connu l'autre, que c'est hyper fluide, qu'en fait, je sais pas, tout est très simple, ouais, comme si on l'avait toujours connu, quoi. Et tout ça, au-delà des qualités objectives qu'il a, hein, il peut ou elle peut être super beau, intelligent, intelligente, belle, il peut vous faire rire, elle peut vous faire rire. Ça, c'est des qualités un peu objectives, mais il y a surtout une énorme part d'inconscient dans ce choix-là. Et c'est pour ça qu'on revit dans nos relations, dans nos relations d'amour surtout, nos pires cauchemars relationnels. Et en fait, face à l'autre, on va revivre des scénarios de notre enfance qui vont appuyer pile poil sur des boutons qui font mal chez nous. Moi, j'appelle ça des boutons rouges, c'est-à-dire des endroits qui ont été blessés. Je vous donne un petit exemple perso qui va parler de la règle des 90-10. L'autre, je sais pas, c'était il y a un moment, un an à peu près. Je me souviens très bien d'une situation où mon mari, Emery, comme ça j'appelle par son prénom, m'explique quelque chose et franchement, je ne comprends rien. Je lui dis, mais je ne comprends pas. Et il me regarde et il me dit, mais Thérèse, c'est évident. Ce qu'il m'a pas dit, je vous jure que j'ai explosé. Et je dis, mais prends vraiment pour une conne, mais n'importe quoi, t'as pas à me parler comme ça, etc. Donc vraiment, je suis pas une tempête de grêle, mais là, je peux vous dire qu'il m'a vraiment saoulée. Et j'ai complètement réagi de manière disproportionnée. Et franchement, quand vous écoutez mon histoire, vous pourriez vous dire, bah, c'est de sa faute quand même, il aurait pu dire autrement les choses. Et ben en fait, non. Il y a la règle des 90-10. Je suis responsable à 90% de ce qui vient de se passer. En fait, l'Aemery, il est responsable à 10% parce qu'il a appuyé pile là où ça m'a fait mal. Il a appuyé sur une de mes blessures à moi, que j'avais pas repérée à ce moment-là. Et en fait, moi, je suis responsable à 90% de ça parce que j'ai surréagi à quelque chose qui m'appartient totalement, en fait. Ça appartient à moi, ça appartient à mon histoire, et c'est à moi d'aller regarder ça. Alors là, ce que je peux me dire, c'est, si ça réagit super fort en moi, j'ai peut-être un petit truc à aller chercher là-dedans. Il y a peut-être quelque chose dont il faut que j'aille m'occuper là. Et en fait, il faut que je réagisse comme une adulte. Donc, allez, je vais m'apaiser, je vais comprendre pourquoi ça réagit aussi fort. Je vais souffler un bon coup. Et puis, je vais essayer de trouver une solution comme une adulte à ce problème-là. Je vais m'en occuper comme une adulte. Et je vais essayer de retourner voir Emery comme une adulte aussi. Et effectivement, ça venait appuyer pile poil sur ma blessure de compétence. L'impression que je devais toujours être intelligente. Et c'est là que je vous donne ce petit tip, c'est que ce qui est hystérique est historique. Alors hystérique, c'est pas comme dans le sens freudien du terme, hein. Là, c'est hystérique, ça explose, on pète un plomb complètement, ça disjoncte à l'intérieur de nous, qu'on soit tortue ou tempête de grêle, hein. Si vous sentez que vous vous refermez, que vous allez bouder, que vraiment vous êtes hyper énervé au fond de vous ou triste, généralement, c'est que vous avez un petit truc à régler avec ça. Donc, ce qui est aussi important à voir là-dedans, c'est que nos reproches parlent de nos besoins. Moi, j'ai vraiment dit, j'ai dit, tu me prends vraiment pour une conne, mais en fait, ça c'est un reproche. Mais ce que je voulais dire derrière, c'était pas ça. Le vrai message derrière, c'est, en fait, j'ai besoin de me sentir intelligente là-dedans. Et mon reproche parlait de mon besoin de me sentir intelligente. J'avais peut-être besoin aussi qu'il formule autrement les choses, que ce soit un petit peu plus délicat, qu'il essaie de m'expliquer d'une autre manière. Mais en fait, au fond, j'ai besoin de me rassurer moi-même sur le fait que je sois intelligente, tout simplement. Du coup, je fais une conférence ce soir pour me le montrer. Voilà, j'espère que c'est que je vous dirai à la fin si je me sens mieux du coup.
Et alors tout ça, c'est quand même pas maso, hein, parce que ça paraît quand même hyper bizarre de choisir quelqu'un qui va nous faire revivre des trucs horribles de notre enfance. Elle est trop vite, vous avez eu la réponse. Donc, bah si, en fait, non, ça va pas trop vite. Le but de l'âge adulte, en fait, c'est de terminer l'enfance. C'est de terminer ce voyage qu'on a commencé tout petit. C'est de guérir, c'est de réparer ce qui a été abîmé à l'intérieur de nous, et c'est de redevenir complet, de redevenir vivant, en fait. Redevenir complet comme le petit enfant, mais de développer encore d'autres choses. En fait, c'est de devenir ce qu'on est vraiment. C'est ça le but de l'âge adulte et le but du couple. Enfin, en tout cas, le couple, c'est un très bon moyen pour y arriver. Parce qu'avec l'autre, je vais pouvoir travailler ça, puisqu'il va beaucoup appuyer là où ça fait mal, vu que je l'ai recruté pour des bonnes raisons, si vous me suivez bien. Et lorsqu'on comprend ça, en fait, on se rend compte que le conflit, c'est pas un problème du tout dans le couple, c'est juste une opportunité de croissance. En fait, le conflit en lui-même, il est normal, hein. C'est pas parce que vous apprenez des millions de théories que vous allez plus jamais vous disputer. C'est pas du tout grave de se disputer. C'est normal d'être en désaccord. On est deux personnes différentes dans une relation, que ce soit en couple avec d'autres personnes, des amis, etc. On peut ne pas être d'accord. Par contre, c'est combien de temps on va se faire la gueule, en gros. Enfin, vraiment, c'est ça la question. Combien de temps on va rester en déconnexion? En fait, quand on n'a pas les outils, quand il y a des conflits récurrents, eh ben, on peut parfois pas se parler pendant des mois, des années, une semaine, 2 jours, 3 jours. Et en fait, quand on apprend certains outils, quand on comprend que c'est chez nous que ça se passe, que c'est à nous peut-être d'apaiser certaines choses, peut-être avec l'aide de l'autre, certes, mais que c'est à nous de commencer ce chemin-là, et ben en fait, on se rend compte que la déconnexion peut être extrêmement courte. Et finalement, on va pouvoir retrouver du lien avec l'autre. Donc on peut se disputer, mais ça peut durer 2 minutes. Et on peut régler ça de manière consciente, intentionnelle, mature, adulte. Parce que là, moi, quand j'ai pété un plomb, c'était la petite fille qui parlait en moi. C'est j'ai peur d'être bête, quoi. Donc voilà, retrouver sa place d'adulte en comprenant que le conflit, c'est pas grave, c'est une opportunité de croissance. En fait, pour arrêter de saboter la relation, c'est important de comprendre qu'il y a plusieurs saisons dans le couple. Premièrement, il y a la période romantique. C'est-à-dire que dans la période romantique, tout va bien. Franchement, on tombe amoureux, l'autre nous plaît, on lui plaît. Et là, c'est assez génial parce qu'on va retrouver absolument tout notre potentiel enfoui. Tout ce qui nous a blessés, tout ce qu'on a mis de côté parce qu'on avait peur d'être rejeté, et bien là, de manière un peu magique, on va quand même le retrouver. Si on est archi nul, par exemple, pour parler de nos émotions, pour être voilà, parce qu'on a été blessé à ce niveau-là, voilà, tout à coup, on se met à rentrer dans l'intimité, à pouvoir parler avec vulnérabilité, à dire voilà ce qui est important pour nous, ce qui nous plaît, ce qui est plus dur. Ou alors si on est hyper, je sais pas, anxieux de rencontrer du monde, bah, d'un coup, par amour, on va sortir en soirée, rencontrer du monde. Voilà, on fait tout ce pourquoi on est archi nul d'habitude dans période romantique. Et en fait, à ce moment-là, on utilise aussi tous les langages de l'amour. Donc c'est une période assez chouette. Après, il y a la période de la lutte de pouvoir. Et c'est là que ça se corse. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte en fait, que l'autre est différent de moi. L'autre n'est pas parfait. Et ben, il peut me blesser. Et il n'est pas d'accord avec moi. Donc l'idylle se brise un peu. Et c'est là souvent qu'on va rentrer en confrontation et que certains vont lâcher la relation. Et il y a plein de gens comme ça qui vont un peu enchaîner les périodes romantiques, parce que comme c'est désagréable quand même d'être en conflit et de rentrer en confrontation, etc., eh ben, ils vont revivre un idylle où ils vont être super, ils vont être très bien vus de l'autre, ils vont aussi donner de l'amour, etc. Et voilà. Et du coup, ça avance pas forcément à grand-chose. En tout cas, si c'est pas conscientisé, si on le fait pas par choix, bah, c'est dommage. On peut vraiment passer à côté de quelque chose qui nous ferait grandir intérieurement. Et donc, la lutte de pouvoir, généralement, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit que tout ce qu'on a adoré chez l'autre, eh ben, on va les détester, toutes ces choses-là. Par exemple, si je choisis ma copine parce que elle est hyper excentrique, elle a toujours des nouvelles idées, elle veut sortir tout le temps, franchement, ça me sort de ma zone de confort, j'adore son énergie, etc. Ben, d'un coup, en lutte de pouvoir, ben, mais dis donc, mais c'est n'importe quoi de vivre comme ça. Puis en plus, c'est pas du tout prudent de rencontrer tout le temps du monde. Elle prend jamais de temps pour elle. Puis en fait, rien n'est organisé. Et elle, évidemment, elle l'a choisi parce que quoi, il était assez sécurisant, il était organisé, il avait un planning bien préparé. Et tout à coup, c'est relou en fait de faire ça. En fait, il n'y a pas de place pour la spontanéité. Franchement, on s'en schtroumpf ensemble. Donc voilà, on va détester ce qui nous a attirés chez l'autre. Et bon, il y en a qui poursuivent quand même ensemble là-dedans. Et le problème, c'est juste que s'ils ne se font pas aider, s'il n'y a pas des petits leviers qui sont soulevés, enfin des petits éclairages sur ce qu'ils sont en train de vivre, eh ben, ils vont continuer ensemble, mais ils vont vivre plein de conflits récurrents.
et qui vont se répéter et qui vont quand même créer pas mal de souffrance. Ils vont faire cette petite danse dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, si on va plus loin, parce qu'il y en a qui restent quasiment toujours dans la lutte de pouvoir, on se rend compte, comme je vous le disais, que le conflit, c'est une opportunité, et à ce moment-là, on va pouvoir vivre de la conscience dans notre relation. En fait, on va prendre le temps et on va prendre les moyens de s'apaiser et de formuler les choses avec apaisement, de comprendre ce qui est réactif chez moi et de dire son besoin. En fait, ce que j'aimerais bien vivre dans ma relation, c'est ça. En fait, je me sens énervée par rapport à cette situation, mais parce que je ne me suis pas sentie respectée. Ce que j'aurais vraiment besoin de vivre, c'est qu'on soit peut-être plus organisé, qu'on puisse juste savoir 2 jours à l'avance ce qu'on vit. Voilà, ça c'est mettre de la conscience sur mes besoins. Et quand on met de la conscience, on arrive dans une relation qui est intentionnelle. Parce que là, on peut décider de bouger. Si j'ai enfin en tête quels sont mes besoins, je peux les mettre en application. Je peux me dire, c'est quoi le premier pas que je peux faire pour répondre à mon besoin à moi. Ce n'est pas à l'autre d'y répondre, c'est à moi. Et là, on rentre dans une relation plus intentionnelle et pas réactionnelle, parce qu'on n'est pas au clair avec ses émotions. Et le petit truc magique, normalement c'est un peu une boucle, c'est que quand on est intentionnel, on revient en période romantique. Et voilà, et on fait un peu ce chemin-là ensemble. Et le but, du coup, c'est de limiter, donc, comme je disais, les temps de déconnexion et de créer de plus en plus de liens et de sécurité avec l'autre. En fait, dans les relations humaines, le truc le plus important, c'est de se sentir en sécurité. Parce que sans sécurité, on ne peut pas avoir de la connexion les uns avec les autres. Et la connexion, elle permet d'aimer, elle permet de se sentir aimé aussi. Et quand on s'apaise, on peut vivre une relation beaucoup plus mature avec l'autre, beaucoup plus aimante en fait, tout simplement. On entre dans ce que c'est qu'aimer, pas juste être amoureux, mais dans ce que c'est qu'être aimé. Si vous avez Instagram, je vous encourage à regarder Yes We Bloom parce que je leur ai piqué ce petit concept. En fait, il le disait beaucoup mieux que moi, donc j'avais pas envie de le faire moi-même. Il dit, tu sais que tu es mature dans une relation quand tu es capable de reconnaître tes propres émotions désagréables, tes déclencheurs, plutôt que d'être constamment dans la réaction. Ça vous rappelle ce que je vous disais sur la tortue et la tempête de grêle. Et tu sais faire pause quand c'est trop dur dans la réactivité et décider de ta réponse intentionnellement. C'est possible de changer de pièce et de dire « Attends, j'ai juste besoin de me calmer, je vais comprendre et puis je reviens vers toi ». Tu arrives à exprimer tes blessures, tes frustrations, tes déceptions de manière constructive plutôt que de faire l'autruche et de ne pas regarder les problèmes ou de nourrir du ressentiment ou alors d'exploser. Tu prêtes plus d'attention à tes limites et tu commences à discerner lesquelles sont peut-être trop rigides et les limites qui sont peut-être un peu trop souples. Donc, se réajuster dans ces limites pour se sentir vraiment à l'aise en lien avec l'autre. Tu as compris que le plus important, c'est de comprendre le point de vue et le ressenti de l'autre plutôt que d'avoir raison à tout prix. En fait, c'est pas grave. Enfin, en fait, si je gagne dans un débat, en tout cas dans le couple, si je gagne et que je te montre bien que tu es nul, on a tous les deux perdu. Notre relation a perdu. Donc, essayez de comprendre plutôt que d'avoir raison absolument. Et tu n'attends plus ton partenaire qui remplisse tes besoins, mais tu es capable de reconnaître tes propres besoins et de répondre à ceux qui dépendent de toi. Et enfin, tu arrives à être sincère et honnête, même quand c'est difficile, et tu es au clair avec tes valeurs, tu sais rester fidèle à tes opinions. Puis je rajouterai une petite phrase moi que j'aime bien de Harville Hendrix. Il dit « Au lieu de chercher sans cesse le bon partenaire, apprenons à devenir le bon partenaire. » En fait, clairement, est-ce que vous avez envie d'être en couple avec vous-même ? Je vous laisse y répondre. Mais c'est important de commencer le changement en nous, de vouloir être la meilleure version de nous-mêmes. Est-ce que j'ai envie d'être en couple avec moi ? Et sinon, qu'est-ce qui me donnerait envie d'être en couple avec moi ? Qu'est-ce que je dois développer pour être quelqu'un avec qui j'ai envie d'être en couple ? Parce que de toute façon, vous vivrez toute votre vie avec vous. Pour le coup, votre partenaire, vous pouvez le changer, mais vous non. Donc autant en profiter pour faire du boulot. Et ça, j'aime bien cette philosophie. C'est dans nos microcosmes que nous commençons à changer le monde. En fait, si je m'apaise moi-même, peut-être que ça va créer de l'apaisement dans le couple. Tac, je pars d'une personne, j'en arrive à 2. S'il y a plus d'apaisement dans le couple, peut-être qu'il y aura plus d'apaisement avec nos enfants et notre famille. Ah, on touche un peu plus loin. S'il y a plus d'apaisement dans notre famille, peut-être que ça va être plus apaisé dans nos relations en général, avec nos amis, avec les amis de nos enfants, avec les cousins, etc. Paf, on touche plus. Et puis si c'est plus apaisé avec ça, paf. Et en fait, c'est en partant de nous, de nos petits mondes à nous, qu'on va pouvoir toucher des mondes plus grands. En plus, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que
on reproduit tous des choses par mimétisme. En fait, j'aime bien cette histoire. Moi, elle m'a bien parlé en tout cas. C'est une femme qui, quand elle cuisinait, coupait toujours son rôti en deux pour le cuire. Et en fait, son mari, il pigeait vraiment pas, hein. Et il disait, mais pourquoi tu coupes toujours ton rôti en deux pour le cuisiner? Elle dit, bah, je sais pas, c'est la recette. Il dit, non, il n'y a pas de recette qui dit qu'il faut couper le rôti en deux. Il dit, bah, je sais pas, j'ai toujours vu ma mère faire ça. Ah bon, bah, on voit Jocelyne ce week-end, bon, on va lui demander. Donc le week-end arrive et la fille vient voir sa mère en disant, maman, Patrick m'a demandé pourquoi je coupais le rôti en deux, mais moi c'est pas ce que je t'ai vu faire, donc pourquoi tu coupes le rôti en deux, c'est une recette? Je dis, bah non, je sais pas, c'est ta grand-mère qui faisait ça, donc moi je fais pareil. Ah bon, bah on va appeler mamie. Donc elle s'appelle mamie, et elle dit, puis la maman qui dit, bonjour maman, avec Jocelyne, on se demandait pourquoi tu coupais le rôti en deux, parce que c'est vrai que nous on fait ça, mais on sait pas pourquoi. Et la mamie dit, bah en fait j'avais juste une cocotte trop petite. Ah. Et en fait, là, bon, je vous parle de cuisine, ça fait une histoire sympa. Mais je suis en train de vous dire que quand on voit des choses se faire dans nos familles, ben on refait pareil. Quand on observe quelque chose, ben nous, on est dans le mimétisme quand on est enfant. Et donc, ce qui est chouette, c'est que si on commence par changer notre petit monde de famille à nous, ben j'espère que, je sais pas, dans 80 ans, il y aura un arrière-petit-enfant à vous ou petit-enfant qui dira mais dis papa, pourquoi tu dis toujours à maman dis-moi ton besoin, comment tu te sens aujourd'hui ma chérie? Et il dira bah, je sais pas, je vais demander à papy. Et papy dira bah, j'ai fait une super thérapie relationnelle imago un jour et du coup maintenant j'ai fait ça. Donc voilà, en fait, vous allez pouvoir montrer à vos enfants plein de belles choses et ils vont pouvoir eux-mêmes reproduire ça et ils vous en remercieront. Bon, alors là, je ne le vends pas très bien, mais je vous promets que ça apporte vraiment beaucoup de joie à l'intérieur. Conclusion. Alors, avant les idées en vrac, je voudrais quand même répondre à la question est-ce qu'il faut un doctorat en amour pour réussir ses relations aujourd'hui? Bon, un master, ça peut suffire, je vous l'accorde. Non, plus sérieusement, il n'y a pas besoin de faire des grandes études, clairement. Et déjà, franchement, mais merci d'être là ce soir parce que c'est trop beau. Ça veut dire que cette question vous touche, que vous avez envie que ça se passe bien, vous avez envie peut-être d'évoluer. Et c'est trop chouette. Donc, merci de vouloir prendre soin de ça chez vous. Donc non, c'est pas nécessaire. Parfois, il suffit simplement de lire quelques livres, d'écouter des podcasts, d'aller à un week-end de formation interpersonnelle, d'aller à un week-end de couple, d'aller faire une thérapie. On n'a pas besoin de tout connaître. Par contre, je pense vraiment qu'on a besoin d'être outillé. Je ne sais plus, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui a la référence, vous n'hésitez pas à me la dire, mais il y a quelqu'un qui disait, en fait, la folie, c'est de refaire toujours la même chose en pensant que le résultat va changer. Donc, ah, quelqu'un a la ref? Ah bah voilà, ah bah ouais, je sais même pas me souvenir d'Einstein. Bon, merci beaucoup. Et bravo, bravo Mou, on peut l'applaudir, c'est très bien. Et en fait, c'est vraiment, vraiment pas naturel de faire autrement dans nos relations. Vraiment pas. Et tous les outils que j'ai appris, en tout cas, et ceux que j'apprends aux couples que j'accompagne ou aux jeunes que j'accompagne, c'est pas des choses qu'on va faire spontanément. Enfin, vraiment, sinon ça se saurait, on le ferait, nous les humains. Il a vraiment fallu créer des laboratoires de recherche, enfin des laboratoires humains, pour pouvoir vivre ça. Donc non, on n'a pas besoin de ça. Et d'ailleurs, il y a une limite, je dirais même, à la formation pure et dure. C'est que vous pouvez lire tous les bouquins que vous voulez, vous pouvez vous former comme à toutes les thérapies relationnelles qui existent, etc. Mais en fait, c'est surtout un processus qui doit être vécu. Là, tout ce que je vous raconte, ça vous aide peut-être à mieux comprendre certaines choses, certains mécanismes, peut-être voir sur les points auxquels vous devriez être vigilant si vous voulez un jour vous mettre en couple pour repérer, etc. Comment ça se passe avec l'autre, comment on pourrait s'engager pour que ça se passe bien. Mais en fait, c'est surtout que ça se vit. Comme c'est des problématiques qui sont émotionnelles, elles ne se comprennent pas là. Elles se comprennent vraiment dans les tripes, dans le cœur. Et si ça se comprend dans le cœur, ça se règle en relation. C'est en relation, en étant accompagné, que je vais sûrement déverrouiller des choses à l'intérieur de moi. Et donc pour terminer cette conférence, je voulais vous donner plein de petites choses en vrac pour que vous repartiez avec ce que vous voulez, ce qui vous parle le plus. Mais en fait, ça m'est venu parce qu'il y a un ami de mon mari qui est venu... un ami de mon mari qui est venu l'autre soir et qui m'a dit, qui nous a annoncé ses fiançailles, donc j'étais super contente pour lui. Et moi, il me connaissait pas. Et quand il a su que je faisais cette conférence, forcément, il était intéressé parce que il avait un enjeu, il allait se marier. Donc c'était trop mignon en vrai. Il me dit, est-ce que tu aurais un conseil pour me dire, pour que ça marche, en gros, avec ma fiancée. Et après,
chacun son contexte, ça dépend aussi de l'autre. Il n'y a pas de recette magique. Vraiment, dites-vous ça. C'est que moi, je vous donne des trucs qui sont, voilà, vous prenez ce que vous voulez, mais c'est pas magique. C'est pas parce qu'il y a ça que ça va forcément marcher. Voilà, c'est comme je vous disais, c'est un processus. Mais du coup, j'ai quand même eu des petites idées. J'ai dit, mais en fait, le premier truc, c'est est-ce que tu désires la personne physiquement? Est-ce qu'elle t'attire? Est-ce que tu as envie d'être auprès d'elle? En fait, ça, c'est pas grave s'il y en a plus vraiment de désir au bout d'un moment. Ça peut se recréer. Mais s'il a jamais été là au début, eh ben, ça se crée pas. Donc vraiment, faites confiance à votre intuition, votre corps vous parle. Quand on rencontre quelqu'un, le corps vient vous dire si oui ou non c'est une personne avec qui vous avez envie de passer votre vie et que vous désirez physiquement. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Si c'est pas là dès le début, ça ne se crée pas. Donc c'est hyper important, en fait, sentir l'alchimie, parce qu'en fait, on va s'appuyer sur les bons moments, sur la période romantique, sur l'alchimie initiale, pour créer de l'intentionnalité et pour recréer ces moments de période romantique. Je disais aussi faire preuve de curiosité au lieu de jugement. Alors, pour un petit exemple, c'est si l'autre vous saoule à un moment, je sais pas, il prend toute la place en soirée, le jugement, c'est de dire qu'est-ce qui me saoule là? Qu'est-ce qui fait qu'il prend toute la place? Non, ça c'est une question, pardon. Qu'est-ce qui me saoule? Il prend toute la place comme ça, mais c'est tellement agaçant qu'il prenne toute la place. Et la curiosité, ce serait plutôt de dire je me demande ce qui fait qu'il a besoin de prendre autant de place ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa journée? Vous voyez quand même bien que l'ambiance n'est pas la même à l'intérieur. Et ça, la curiosité, ça nous permet de rejoindre le monde de notre partenaire et de le questionner en disant j'ai eu l'impression que tu avais besoin peut-être de beaucoup parler ce soir. Moi, ça m'a questionné. Est-ce que je sais pas, ça te parle toi aussi? Donc voilà, ça permet vraiment de rentrer en communication. Alors que si on dit vraiment, t'étais relou, hein, là, vous êtes parti sur une dispute et une mauvaise soirée, clairement. Ensuite, c'est apprendre à communiquer sainement. Alors, j'ai pas le temps de vous en parler ce soir, mais venez en thérapie du coup, parce que voilà, c'est des choses qui s'apprennent vraiment, ou alors en formation. Donc voilà, il y a des outils de communication non violente qu'on peut apprendre. Il y a la thérapie relationnelle Imago. Moi, c'est les outils que je connais, mais il y en a sûrement d'autres qui sont très bien. Être toujours en vérité. Ça, c'est hyper important parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas avoir une relation en sécurité quand on n'est pas en vérité. Ça ne veut pas dire être transparent. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un qui a déjà eu des relations avant et que vous lui dites est-ce que tu as déjà eu des relations avant, être en vérité, ça ne veut pas dire oui, d'ailleurs, on a fait un super voyage à Chicago, on a testé telle position sexuelle. Non, c'est pas ça. Clairement, ça veut juste dire est-ce que l'autre a ce qu'il faut pour vraiment savoir qui je suis et pour qu'on puisse construire une relation solide ensemble. C'est ça la vraie question. Et donc, j'ajouterais même s'ouvrir à la vulnérabilité auprès de l'autre. On n'a pas besoin d'être parfait. On s'en fout d'être parfait. Ça ne sert à rien. Par contre, être en vérité, ça, c'est la chose la plus puissante. En tout cas, moi, c'est ce qui me touche le plus. C'est la chose la plus puissante qu'on puisse expérimenter avec l'autre. Et c'est chouette dans le mariage d'avoir ça parce que comme on est dans une sorte de contrat, un cadre de sécurité, on peut aussi s'ouvrir à ses faiblesses, à ce qu'on est les parts d'ombre qu'on a, là où on est peut-être moins fier. Et ça crée vraiment une connexion extrêmement puissante de dire ouais, t'es pas parfait, mais je t'aime quand même. Et merci de me faire confiance. Merci de me montrer tes failles aussi. Se dire les bonnes choses au lieu de se dire ce qui ne va pas. Alors là, moi, je peux vous dire que j'ai beaucoup bossé sur celui-là parce que je suis une championne pour voir ce qui ne va pas chez mon mari. J'ai appris. C'est hyper dur, vraiment. mais c'est vraiment super puissant quand on le met en place. Parce qu'en fait, notre cerveau, il est fait pour voir ce qui ne va pas. C'est notre cerveau reptilien qui a appris à chasser le mammouth et à voir tous les problèmes qui pourraient nous arriver, qu'on pourrait se faire bouffer, etc. En fait, si 80% de choses vont bien dans votre relation, votre cerveau, il va essayer de chercher les 20% qui vont pas bien. Et du coup, puisqu'il cherche les 20% qui vont pas bien, on va avoir un filtre. Et comme on a un filtre, tout ce que va faire l'autre qu'on pense qu'il va faire de pas bien, ça va être confirmé par notre filtre. Je ne sais pas si c'est clair. Alors que si vous vous rappelez ce qu'il y a déjà de bon dans leur relation, parce qu'il y a des choses qui sont bonnes, ça les fait exister. Dire les choses, ça les fait exister. Donc, dire, redire, redire tout ce qu'on aime chez l'autre, tout ce qui est déjà bon dans la relation. Je te remercie vraiment d'être là. Je te remercie vraiment qu'on puisse passer ce moment ensemble. J'aime tellement quand tu cuisines. J'espère qu'il m'entend. J'aime tellement quand tu m'emmènes au restaurant. Puis merci pour ça. Franchement, ça change tout. Et en fait, quand on dit les bonnes choses, ça valorise la personne. Et donc, comme elle a envie de se sentir aimée, comme elle a envie de se sentir valorisée, elle va continuer dans des comportements valorisants. Et donc là, vous augmentez la joie dans le couple. Vous augmentez les choses que vous aimez, les bonnes choses.
faire preuve de tendresse au quotidien. Bon, je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Tendresse sous toutes ses formes. Accorder du temps à la relation, ça je pense que j'en ai quand même pas mal parlé avec mon petit camembert, etc. Mais moi en fait je suis vraiment partie prenante de faire passer le couple en premier, mais vraiment en premier dans l'agenda et dans l'esprit. J'ai des copains qui font ça, ils prennent leur agenda et avant de caler toute leur soirée avec des potes, avant de caler toute leur soirée avec, je sais pas, avec le boulot, avec je sais pas, leurs activités, ils disent quand est-ce qu'on se retrouve. Et ça c'est très beau parce qu'ils font vraiment passer leur couple en premier. Et moi je pense aussi que si le couple va, généralement, il y a beaucoup de choses qui vont à côté. Et ne pas attendre lorsqu'un problème survient. Franchement, faites pas comme les couples du tout début dont je parlais qui attendent 7 ans. C'est tellement douloureux. En fait, il faut faire le premier pas. Il ne faut pas attendre que ça vienne de l'autre. Commencez à bouger vous. Et en fait, même si ça va bien, commencez à vous former, à vous accompagner pour éviter des souffrances futures si aujourd'hui tout est OK. Voilà, c'est très aidant. Donc ça fait beaucoup de choses, je sais. C'est peut-être un programme énorme. On n'est pas obligé de tout faire. Comme je vous ai dit, c'est un processus, c'est long. On a tous grandi pendant des années autrement. Donc voilà, ça s'apprend. On peut tomber, on peut se planter, c'est pas grave, ça prend du temps. Et commencez juste à vous dire, pour vous là ce soir, le petit pas que j'aimerais faire dans mes relations aujourd'hui pour qu'elles soient plus heureuses, plus joyeuses, plus intentionnelles, c'est. Et je vous laisse juste décider dans votre tête. Et je vais vraiment conclure cette fois. J'ai rien à dire sur cette phrase, mais je la trouve juste trop bien. Le grand amour ne se trouve pas, il se construit. En fait, si j'ai quelque chose à dire, c'est que c'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un dont vous êtes fou amoureux que c'est le bon, la bonne. En fait, c'est surtout une construction. Si vous sentez que ça peut matcher, alors il y a quand même des éléments pour choisir un partenaire de vie ou une partenaire de vie, mais surtout une relation, ça se construit. C'est pas parce que c'est pas parfait, c'est pas parce que c'est pas lisse ou pas 100% comme dans les magazines que c'est pas beau. En fait, ça se construit. On va apprendre à deux, on va grandir ensemble, on va s'améliorer ensemble. Et ça, c'est super puissant de pouvoir grandir à deux. Vraiment, c'est là où je vois la notion de partenariat dans le couple. Et enfin, l'amour, c'est comme un jardin. C'est ma métaphore, bon, voilà, élaborée par moi. Et en fait, ça vient juste de mon achat de maison. C'est que j'ai acheté une maison avec mon mari il y a quelques temps. Et en fait, cette maison a un jardin. Et le temps de l'acheter, toute l'herbe a poussé. Et clairement, je n'avais pas le matériel ni les moyens d'acheter le matériel pour travailler dedans. Et je pense que certains qui ont des jardins voient de quoi je parle. Mais ça a été très compliqué de rattraper tout ce qui avait poussé. Je vous promets que l'herbe, elle était là, hein. Donc c'était pénible. Et donc je bêchais, ça m'a vraiment saoulée. Et il y a un moment où je me suis posée entre deux sueurs et je me suis dit, ah mais en fait c'est pareil en couple. Quand tu laisses trop longtemps l'espace de ton couple sans rien faire, ça a cette tronche. Je comprends mieux. Et en plus, j'étais ultra idéaliste sur avoir un jardin. La vraie citadine, quoi. J'étais, oui, c'est trop bien, je serai dans la nature, je vais pouvoir cueillir des roses. Ben non, il n'y a pas que ça, hein, franchement. Et c'est un peu comme quand tu es en période romantique et que tu te projettes dans le couple, tu vois. Là, moi, c'était pareil avec le jardin. Et donc, je me suis vraiment dit, en travaillant dedans, l'amour, c'est comme un jardin. Déjà, il y a de l'entretien. Donc, il faut y passer du temps. Je vous le redis, passer du temps. Sinon, c'est horrible, hein. Il y a tout qui pousse et puis c'est compliqué à rattraper derrière. Il y a des choses dangereuses dans le jardin. Il y a des trucs qui piquent et qui sont vraiment, vraiment pas des bonnes choses. Je pense aux ronces, par exemple. Et il y a des choses qui piquent, mais quand on prend le temps de les connaître, en fait, ça peut faire des choses magnifiques. Il faut juste y aller avec délicatesse. Il y a des saisons, un peu comme dans le couple, période romantique, tata. Mais il y a des saisons qui sont hyper pénibles, en vrai, où c'est dur, où il y a beaucoup d'entretien. Mais ce que j'ai trouvé vrai aussi, c'est que c'est souvent les saisons où on est le plus content de passer du temps dans le jardin quand c'est entretenu. C'est les plus belles saisons, celles où on fait beaucoup d'entretien. Et puis il y a des saisons où il n'y a rien à faire. Ça, je pense plutôt à l'été, où franchement, il n'y a rien qui pousse, on est bien, on profite juste. Il y a le fait que le travailler la terre, ça peut te blesser les mains, ça peut faire mal, donc c'est bien de prendre des gants. Donc voilà, prendre des petits outils. Et c'est pas pour rien qu'il y a un adage là-dessus, hein, prendre des gants pour faire quelque chose. Donc il y a des choses qui sont avec délicatesse. Il y a des mauvaises herbes qui sont très faciles à enlever, c'est plutôt les petites disputes faciles. Et il y en a d'autres qui demandent vraiment de bêcher, qui font des galeries partout. Alors je peux vous dire que j'en ai eu plein, c'est vraiment pénible. Et c'est vraiment, ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps, c'est long, ça demande des efforts. Mais c'est pas grave, ça marche au bout d'un moment. Et il y a des connaissances de base à acquérir pour éviter de faire n'importe quoi. Moi, j'ai taillé mes buissons à la mauvaise saison, j'ai plus de buissons, voilà. Bon, si quelqu'un est spécialiste des jardins, je serai preneuse à la fin de la conférence.
Donc bref, il y a plein de choses que la nature nous apprend sur nos relations. Et je pense que je vais vous laisser avec cette petite métaphore. Et je vous remercie de votre écoute. Et puis, je serais ravie d'entendre vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, pour cette intervention si riche et si concrète. Maintenant, il y a le président des AFC qui va venir nous parler. Donc, merci, monsieur Robineau, de venir. Et après, on aura un temps de questions-réponses. Bon, merci bien. Oui. Aimer et être aimé au XXIe siècle. Quel beau programme, en fait. Hein. Sacré travail de couple, sacré travail de famille. La famille, hein, qui est la cellule vitale de notre société. En fait, la famille, nous la représentons avec les AFC parce qu'elle humanise le citoyen. Elle éduque ses membres et elle leur apprend le respect, le devoir, l'obéissance. Elle apporte la vie, l'humanisation par l'amour et la transmission. Elle est la racine du civisme et des relations humaines. Et c'est le tout premier lieu de solidarité. Prendre soin de la famille, c'est prendre soin de la société tout entière. Elle est le premier acteur, et là on fait le lien avec cette conférence, elle est le premier acteur de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. C'est là où tout se passe. Et à ce propos, nous recherchons toujours des couples qui seraient prêts à s'investir et à se former à l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. On en a besoin afin d'intervenir dans les classes de primaire pour les 8-11 ans ou pour les classes de secondaire, de la 3e à la terminale. C'est important. Comme le disait notre conférencière, Madame Thérèse Dadillon, ça manque à l'école et on a besoin d'intervenir pour que des couples se forment dans le respect de chacun et que ces couples perdurent dans le temps pour fonder une famille unie et pérenne. Donc la famille, elle doit aussi revenir au cœur des débats politiques, hein, pour leur apporter des conditions de vie favorables. Grâce aux AFC, Associations familiales catholiques, et c'est plus de 50 000 familles en France adhérentes, nous pouvons faire entendre nos voix afin de développer une société plus juste et plus chaleureuse. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vos adhésions, nous avons besoin de vos voix pour promouvoir, servir et représenter la famille auprès des institutions et auprès de toutes les familles, notamment l'UDAF, hein, l'Union départementale des associations familiales, la CAF, pour défendre nos droits, la CPAM, le CESE, la CCAS. Donc adhérer aux AFC, rien que ça, c'est déjà un acte militant, c'est un acte engageant. Merci d'avance. Je reste à votre disposition pour en discuter à la fin de cette conférence, à la fin de ces questions-réponses qui vont avoir lieu. Et puis enfin, je remercie beaucoup Madame Thérèse Dadillon, les jeunes de l'ICES, et puis Philippe-Henri Forger, sans qui nous n'aurions pas pu passer une soirée agréable, utile et enrichissante. Merci. Alors, si vous avez des petites questions, je serais ravie d'y répondre, d'essayer d'y répondre. Puis, pour ceux qui le souhaitent, vous sentez-vous aussi libre de rentrer chez vous. Je sais qu'il est 22h, je ne serai pas vexée du tout. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une question parce que j'ai eu l'occasion, soit dans le réseau amical ou par mon activité de prêtre, d'accompagner des couples. Et ça arrive quand même assez fréquemment. Moi, j'ai une amie, par exemple, son fiancé l'a lâché à 3 semaines du mariage. Donc, j'avais lu ça que dans les livres et tout ça. Et j'ai vu un certain nombre d'histoires comme celle-là. Ou alors, après le mariage, sur des couples manipulateurs, où l'un est manipulateur et l'autre n'a pas vu la chose arriver. Comment faire pour décrypter
ce qu'on peut peut-être avoir du mal à percevoir dans la relation pour éviter de tomber des nues un jour? Merci pour cette question. C'est vrai que c'est une réalité. Alors, je vois plusieurs choses, mais déjà, je vais partir de... Il y a une relation toxique qui se développe apparemment après le mariage. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut observer. Il y a quand même une nuance que je ferais là-dedans entre une personne toxique et une relation toxique. C'est pas du tout la même chose. Parce que souvent, lorsqu'on est dans une relation toxique, c'est ça qui existe le plus, et ben en fait, on va avoir le sentiment, enfin, souvent, celle qui se sent le plus victime dans la situation va dire mon mari, ma femme est toxique, est pervers narcissique, j'ai bien analysé la situation, en fait, c'est un manipulateur, c'est une manipulatrice. Et ça peut exister, mais c'est vraiment extrêmement rare. En fait, c'est souvent qu'on est dans une relation qui est immature à ce moment-là. En fait, où il y a justement peut-être cette pensée que l'autre doit m'apporter le bonheur, je dois apporter le bonheur à l'autre. Et en fait, on n'est pas construit intérieurement pour dire ses ressentis. Il y a un moment où il manque de la vérité. Et du coup, comme on est dans une attente qui est faussée, comme on est dans une image aussi de perfection de soi qu'on essaie de garder, eh ben, c'est possible à ce moment-là, effectivement, qu'émerge une relation toxique. Après, il peut y avoir des personnalités toxiques, et là, c'est un peu ce que je décrivais tout à l'heure, sur des personnes qui peuvent se créer un faux self et par peur d'être rejetées. Et ça s'observe, comme je le disais, sur le fait que si tout est parfait, en fait, c'est généralement qu'il y a vraiment un vrai point derrière, un vrai warning à avoir, c'est que la personne n'est pas authentique du tout. Après, comment on fait pour prévenir de ça? Moi, j'encourage vraiment toujours les couples qui sont dans un parcours de fiançailles à faire les dialogues imago. C'est malheureusement que l'outil que j'ai à proposer parce que parfois, quand on n'a pas cet outil, on peut peut-être se laisser prendre par un joli discours et puis parfois la personne n'a pas conscience qu'en fait elle joue un rôle. Et ça, c'est plus compliqué aussi à déceler. Quand une personne prend un rôle parce qu'en fait elle est sûre que c'est ça qu'elle a envie de vivre, qu'elle est sûre que le mariage avec cette personne, c'est ça qu'elle a envie de vivre. Mais en fait, ça se révèle peut-être après le mariage, tout explose et en fait non, c'est pas ça, je me sens enfermée, je me sens conditionnée, ça va plus, du coup je deviens la pire version de moi-même. Et quand je deviens la pire version de moi-même parce que l'autre appuie sur mes boutons rouges, effectivement on peut devenir quelqu'un de toxique et la relation devient toxique. Et donc j'encourage peut-être à vivre des dialogues relationnels imago parce que c'est extrêmement difficile dans ces types de dialogues accompagnés d'être dans, on va dire, la façade. C'est tellement accompagné de manière carrée qu'on va forcément toucher à notre désir. En fait, c'est vraiment ça la question, je pense, du couple aussi, c'est quel est mon désir profond au fond de moi. Et quand on est dans une relation qui devient toxique, c'est souvent parce qu'on n'a pas pu répondre à ses désirs et qu'en fait, on n'a pas voulu voir les signes à des moments ou qu'on a décidé de fermer les yeux sur des signes, et donc ça explose. Et dans ces dialogues-là, on va forcément toucher au cœur de ce que je suis profondément. Et parfois, il y a quand même des gens qui arrivent à mentir, même dans ces dialogues, mais généralement, le thérapeute le sent et on peut quand même prévenir en disant là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas authentique avec moi. Ça ne m'a pas l'air forcément très clair. Donc voilà, déjà, que le couple puisse s'entraîner, au-delà des dialogues, à dire leur ressenti, comment ils se sentent par rapport à une situation, écouter au-delà du ressenti ce qui se passe dans leur corps. Est-ce que dans leur corps, ça dit oui? Est-ce que ça dit non ou pas? Faire vraiment confiance à ses tripes. Parler de apprendre à communiquer sur ce que j'interprète quand je me sens mal comme ça dans la relation, ce que j'aimerais vivre avec toi, mon vrai besoin c'est, ce que ça peut me rappeler de mon enfance, ce besoin-là, etc. Donc vraiment creuser ce qui est constitutif de ma personnalité et savoir l'exprimer. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une impasse dans la relation un peu d'accompagnateur, j'imagine, comme vous le faites, où c'est parfois difficile de discerner parce qu'on ne connaît pas forcément les gens au bout du bout. On n'est pas dans une relation très longue durée avec eux et c'est possible qu'il y ait des gens qui ne montrent pas tout. J'espère que j'ai répondu à votre question. Est-ce que c'est flou? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a Oui. d'autres questions? Bonsoir madame. C'est où? Ici, à votre gauche. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre présentation et merci particulièrement pour l'un des premiers mots que vous avez dit ce soir lors de votre allocution, lorsque vous avez parlé du fait qu'on apprenait beaucoup de choses à l'école, mais qu'on ne nous apprenait pas à être heureux et à vivre heureux ensemble. Et je pense que c'est l'une des choses qui manque beaucoup
qui manque beaucoup à notre société aujourd'hui. Et justement, j'avais une question à vous poser par rapport à ça. Aujourd'hui, la société française, je prends la société française et pas la société en général, elle est très divisée. Elle est très divisée sur le plan politique, sur le plan social, même sur le plan économique, entre les riches et les pauvres, entre les vieux et les jeunes. Et j'observe qu'elle est aussi beaucoup divisée de plus en plus entre les hommes et les femmes, parce que les relations se sont énormément dégradées. Et tout à l'heure, vous avez parlé de relations de manipulation, de relations toxiques. Et bon, j'ai 26 ans, donc ça fait une dizaine d'années que j'observe qu'on entend beaucoup ce vocabulaire se développer. Cette personne est toxique, cette personne est manipulateur, manipulatrice, c'est un pervers narcissique, etc. Et j'ai l'impression qu'à force de psychiatriser les gens en amour, c'est toute la société qui s'embrase entre les hommes et les femmes et qui se psychiatrise d'une certaine façon. Quel regard vous avez par rapport à ça, par rapport à ce phénomène social ? Ouais, bah merci beaucoup pour cette question. Ça, c'est hyper important. Vraiment de voir qu'on a quand même... Franchement, je parlerais même de diffamation. On a quand même ce réflexe, quand on sent qu'il y a un danger quelque part, de psychiatriser effectivement la situation. Et on le voit beaucoup dans les divorces, dans les séparations. Ça, c'est vraiment terrible. Bon, déjà, il y a beaucoup de réactivité. Il y a un côté très déchiré, beaucoup de conflits. Et le conflit, il est là parce que il y a justement un enjeu réactionnel qui n'a pas été réglé. Donc ça, c'est tout un travail et un processus de pouvoir apaiser, ce qui fait que là, on est dans la réaction. Et effectivement, un des points qui se passe lorsque un divorce se passe mal et que c'est réactionnel, c'est qu'on a tendance à psychiatriser la situation en disant, voilà, effectivement, lui, il est pervers narcissique, de toute façon, ma compagne ou ton ex-compagne, c'est un psychopathe, c'est un sociopathe, c'est un schizophrène. Enfin, voilà, en tout cas, on va donner des pathologies. Mais franchement, je vous invite à ne pas le faire parce qu'en fait, vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas psychiatre. Et en tout cas, je ne pense pas que tout le monde le soit dans cette salle. Ou du moins, vous n'êtes pas le psychiatre ou la psychiatre de votre partenaire ou de votre ex-partenaire. Donc, effectivement, c'est toujours facile et c'est plus rassurant de trouver une victime, qu'une victime trouve son bourreau. Alors qu'en fait, dans les relations, il y a vraiment, comme je vous disais, il y a un espace entre les gens. Et quand quelque chose se passe mal dans une relation, en fait, on en est co-responsable, vraiment. C'est qu'est-ce qui fait que j'ai permis aussi que dans cette relation, il puisse y avoir tel comportement. Qu'est-ce que j'ai accepté à un moment qui fait que ça m'a mené à tel comportement, puis tel comportement que j'ai accepté, et en arriver jusqu'à quelque chose de très parfois violent et douloureux. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'une victime est responsable, hein. Je dis juste qu'il y a quand même une responsabilité à observer parfois, et que c'est important de voir quelle est notre part à nous pour pouvoir déjà se demander pardon, parce que c'est possible que nous aussi on se soit planté, qu'on n'ait pas toujours fait bien. Aussi se demander pardon parce que parfois on a vu qu'il y avait des signes et on n'a pas agi, on n'a pas posé nos limites. Donc voilà, c'est quand on insulte l'autre, quand on le traite de psychopathe ou de machin, c'est aussi peut-être que on lui en veut beaucoup de nous avoir blessés, ou on s'en veut beaucoup d'avoir accepté la situation et de l'avoir laissé s'envenimer. Et surtout, on a besoin de se rassurer en rangeant les gens dans des petites cases, mais parce qu'en fait, ça permet de se déculpabiliser tout simplement. Et la culpabilité, c'est vraiment un sentiment qui est insupportable dans une relation. Et c'est insupportable de la ressentir. Et du coup, on va mettre le problème bien à l'écart en se disant que l'autre, c'est le grand méchant, que moi, je n'ai rien à me reprocher et que j'ai envie de reconstruire ma vie. Et voilà. Est-ce que ça répond à votre question ? Ok. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous parlez de la thérapie imago, ou je sais pas, formation imago, je sais pas comment on dit. Est-ce qu'une personne seule, séparée, pourrait faire une formation imago ? Oui, tout à fait. Alors, Imago, ça a été créé pour le couple initialement, mais il y a des facilitateurs Imago qui travaillent avec des personnes seules, et il y a aussi des thérapeutes de couple qui travaillent avec des personnes seules, surtout s'il y a une notion de séparation, peut-être un deuil à faire autour de la séparation. On travaille beaucoup là-dessus, sur une séparation en conscience s'il y a besoin de la faire, ou sur un deuil quand le conjoint est déjà parti et qu'il ne veut pas faire ce travail de séparation en conscience. Et il y a un travail qui peut être fait effectivement seul avec le thérapeute qui est hyper puissant aussi. Effectivement, Imago, c'est pour les personnes seules, pour les personnes en couple et aussi pour les familles. Ça existe aussi pour les familles. Il y en a même qui le font en entreprise. Voilà. Merci pour cette question.
Super, merci beaucoup. Donc la soirée, elle touche à sa fin. Merci madame pour cette soirée. Merci à vous, cher Merci à public, vous. pour votre présence. Avant de partir, Ictus a 2 rendez-vous à vous donner. Lundi prochain, il y a une conférence inédite donnée par le dominicain, le frère Jean-Thomas de Beauregard. Le thème, c'est faire face... oula. Faire face à l'anxiété du monde. Donc, si vous voulez trouver le bonheur, eh ben, vous venez, vous ramenez vos amis, vos camarades de promo. Ça va être de la bombe, donc il faut vraiment être nombreux. On vous donne aussi rendez-vous le week-end du 25-26 janvier pour le forum Waouh, qui portera un peu sur la théologie du corps, sur la vie affective, etc. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée et il y a l'abbé qui va nous faire une petite bénédiction. En vous remerciant beaucoup encore pour cette... je voudrais juste dire une petite chose. Il y a un adage en théologie qui dit « La grâce ne remplace pas la nature ». Et vous avez très bien décrit la nature, et c'est important, parce qu'elle ne la remplace pas. Et la nature, elle nous révèle quelque chose de Dieu, puisque c'est lui qui l'a faite, mais elle la perfectionne. C'est-à-dire qu'elle lui donne le sens au départ et la finalité. Et donc, tous les jeunes qui sont là, en complémentarité de ce que vous avez vécu aujourd'hui, il faut venir au Forum Waouh. Parce qu'au Forum Waouh, justement, on va aussi donner une autre perspective à tout ce qui a été admirablement décrit ce soir. Alors, merci, parce que c'est une introduction, finalement, très intéressante. Et donc, je vous encourage. Les anciens, vous pouvez venir aussi, mais c'est plutôt pour les jeunes. Donc, voilà. En priorité, parce que si on n'a que des anciens, après, ça va faire fuir les jeunes. Donc, voilà. Mais les jeunes, vraiment, ça va changer votre vie. Le week-end Waouh, Forum Waouh, donc c'est les 25 et 26 janvier. Vous mettez ça dans votre calendrier. Et les jeunes aussi, on vous attend tous, mais aussi les anciens. Là, vous pouvez venir, si vous voulez, demain aussi, à la messe de rentrée de l'année universitaire avec Monseigneur Jacques Collin à Saint-Louis à 19h demain soir avec la chorale Haut les Chœurs. Vous êtes tous invités. Évidemment, les jeunes, venez, amenez vos amis, mais les anciens, là, vous êtes tous invités si vous voulez. Saint-Louis est assez grand. Et on va simplement confier à la Vierge Marie aussi toutes ses intentions pour ceux qui sont blessés dans l'amour, mais aussi que le Seigneur nous apprenne chacun à grandir dans un amour vrai et une vraie relation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Merci encore aux AFC, à Ictus, et merci d'être venus ce soir. Bonne soirée. Non, mais il va les enlever, il va débrancher tout seul. Mais il est où? Ah, si, il est là-bas. Merci beaucoup. Alix,